J'ai eu la chance d'enregistrer un podcast avec Yacine Louati. Je suis trop content de vous proposer la vidéo. Vous allez voir, Yacine, c'est tellement un mec en or. Il est tellement gentil, il est tellement agréable et tellement passionnant à écouter. J'espère que vous allez adorer ce podcast. Juste avant, j'ai deux choses à dire très courtes. La première, c'est que j'ai sorti une chaîne de volley en anglais. Alors je sais que c'est relou pour les gens qui parlent mal anglais, mais tout sera sous-titré en français et dans plein d'autres langues d'ailleurs. Et ça va vraiment vous permettre de découvrir les meilleures joueuses et joueurs du monde. J'ai l'opportunité de tourner avec vraiment des joueurs exceptionnels. Donc franchement, si vous êtes fan de volley ou même si vous voulez découvrir davantage, allez foncer sur cette chaîne et vous allez découvrir des joueurs exceptionnels. Vous allez vous régaler. Et deuxième chose, j'ai switché de caméra, mais je vais revenir sur l'autre après. On a sorti la nouvelle collection de ma marque de vêtements. On a refait tout le site de la marque. J'en suis trop fier. Et pourquoi je vous parle de ça sur cette vidéo? C'est parce que c'est en précommande jusqu'au 20 avril. On a sorti tous des nouveaux produits, cette nouvelle collection, les LVF Basics aussi avec t-shirt noir, short noir, shorty, leggings. Tout est en précommande jusqu'au 20 avril. Désolé pour la pub, mais comme vous savez, j'ai pas de sponsor, hein, je finance tout seul, que ce soit le matériel, les déplacements, etc. Donc pour les précommandes, c'est jusqu'au 20 avril et je vous souhaite une bonne vidéo. Merci la team. On est avec Yacine Louati. Bonjour Yacine Louati. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour les opportunités aussi, parce que t'as permis beaucoup de choses qui sont peut-être pas encore sorties. Je sais pas quand ça sortira. On est parti pour je sais pas combien de temps. C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est que même quand j'écris, pour faire 1 heure, ça fait 2 heures, donc je sais pas à quel point je vais partir sur ce que j'ai écrit. Mais j'avais envie de faire un truc un peu sur les points communs qu'on avait, tu vois. Parce qu'on a des points communs. Déjà, le premier évident, c'est qu'on est extrêmement beau. Toi, plus que moi. Merci pour le compliment. Non, on vient un peu du même environnement à Lille, Tourcoing, etc. Moi, plus au nord, mais toi, t'as grandi là-bas parce que ton papa était joueur là-bas. Et comment on grandit quand on est enfant de joueur professionnel? Est-ce que ça change vraiment d'une enfance classique? Ouais, parce que mon père avait déjà arrêté sa carrière professionnelle. Ah, ok. Il jouait à Épinal avant, avec... il y avait donc mon frère est né à Épinal. Ensuite, il a déménagé à Tourcoing, où il a fini sa carrière. Je crois qu'il a joué 1 ou 2 années. Moi, je suis né en 92. Et il a dû passer entraîneur juste après. Il était prof de sport aussi. Donc, je ne l'ai pas connu, tu vois, vraiment. J'ai pas vraiment de souvenirs. Ça se trouve, je me trompe. Mais j'ai pas de souvenir de voir mon père jouer sur un terrain. Est-ce qu'on comparait, tu vois, genre... je sais pas si t'as des souvenirs comme ça de... Ah, c'est le petit Louati, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que le volley, ça reste quand même un milieu assez petit, tu vois. Et puis surtout en France, localement, là-bas à Tourcoing, qui a un club important. Donc il y a beaucoup de gens qui ont suivi sur la durée, quand mon père jouait, qu'ensuite il a changé, il est devenu entraîneur. Moi, j'ai commencé à jouer aussi à Tourcoing. Et donc, ces mêmes personnes qui suivaient le club ou qui ont organisé le club ont vu vraiment un peu la transmission de père en fils, où mon père, après, s'est retiré petit à petit du club, mais il entraînait toujours lié. Et moi, j'arrivais très jeune, et donc j'étais vraiment le fils de Mouta Louati, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu particulier, parce que ça t'ouvre des portes dans un milieu, mais je pense pour n'importe qui, c'est pareil, dans un milieu où le père ou la mère connaît du monde, forcément ça te fait rencontrer ces personnes-là, et donc le volley étant un milieu très petit, tu t'entoures très vite des mêmes personnes, en fait. Pour ces podcasts-là, depuis la semaine que j'ai passée en Pologne, il y a toujours 2 questions que je pose au début. La première, c'est qui est Yacine en dehors du volley? Je dois répondre maintenant, là? Ah, c'est pas facile. Mais Qui est comment... Yacine en dehors du volley? Alors, c'est difficile de parler de soi, déjà. En tout cas, c'est pas un truc que je sais faire. J'essaye d'être... J'essaye d'être droit. J'essaye d'être la même personne en dehors du terrain, sur le terrain, ou avec mes amis, professionnellement, voilà. Dans le privé ou dans le pro, j'essaye d'être vraiment droit dans mes bottes et d'être fidèle à moi-même. C'est-à-dire juste le respect de chacun, qu'il n'y ait pas de niveau d'importance. Je pense que il y a pas de hiérarchie à ce niveau-là. Tout le monde mérite la même place sous le spotlight. Et ouais, un sourire, une espèce de vraiment d'essayer de transmettre et de partager de la joie, parce qu'au final, je pense que c'est juste ça, tu vois. Genre,
J'espère me retourner un jour sur ma vie et me dire que j'ai fait du bien autour de moi. Et voilà, c'est ce que j'aspire en tout cas. Et la deuxième question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait le volley? Parce qu'on en parlait un peu avant l'interview, Mm, que tu fais beaucoup de musique, mm. Ouais. moi maintenant. Tu te serais vu faire une vie de musicien dans le spectacle un peu? Ouais, j'aurais aimé. Alors c'est difficile. Ouais, j'aurais aimé. Difficile de savoir ce que ça aurait vraiment été. Le volley, ça a été hyper simple parce que j'ai suivi un cursus où en fait tu grandis, tu joues avec les différentes catégories d'âge. Je suis rentré ensuite au CNVB, puis je suis rentré dans mon club d'origine à Tourcoing. J'ai commencé à jouer très tôt. En fait, tout s'est passé trop facilement. Et la musique, ça aurait été probablement plus difficile. Mon frère est musicien, il a eu un parcours qui était différent parce que, on en parlait, moi j'ai un peu suivi les traces de mon père qui connaissait ce milieu, qui connaissait qui connaissait tout le monde localement dans le Nord, mais aussi avec le peu de réputation qu'il avait, il avait un nom quand même et les gens voyaient mon nom, Louati, ils me connaissaient par mon père. Et dans la musique, ça aurait été complètement différent, donc je peux pas le dire. Mais j'aime dire que si j'avais pas été volleyeur professionnel, j'aurais été musicien, trompettiste dans un orchestre, qui sait, je sais pas, un chanteur d'opéra. J'ai pas la voix pour, mais... Est-ce que tu te verras un jour sortir des sons? Ou est-ce que c'est déjà le cas et tu l'as dit à personne? Non, j'ai rien sorti. J'ai créé deux, trois trucs, c'était pendant le Covid. euh, mais des sons pas aboutis que j'ai vraiment gardés pour moi parce que je pense que j'en aurais honte, même si ça va en fait, hein, il fallait juste finir, il fallait juste polir le truc. Et j'étais un peu fainéant parce qu'il fallait reprendre, tu vois, il fallait rechanter des trucs. C'était pas, ouais, c'était satisfaisant, mais pas assez. Et donc, voilà, c'était un peu le début, c'était frustrant. Je me suis dit, bon, s'il faut vraiment que je m'y mette à fond, ça va me prendre du temps. Hein, le Covid était passé, il fallait que je me focus sur le volet et que je reprenne ma vie normale. Donc, je me suis dit, je reprendrai ça plus tard. J'ai tout chez moi. J'ai tout chez moi, j'ai le même micro, j'ai le même pied. C'est de la balle d'ailleurs. Et C'est tout neuf. j'ai ma trompette, elle est incroyable, elle est trop belle. J'ai tout, j'ai mon piano, c'est un piano de fou. Carte son, moi, je vais pas faire le listing de tout ce que j'ai, mais j'ai tout chez moi. Il suffit que je m'assoie et que je compose. Et il y a un peu tu vois, le truc qui me retient où j'arrive pas encore à me dévoiler, tu vois, parce qu'il y a un peu cette partie-là. Est-ce que tu vois, ouais, justement, il y a souvent des gens qui veulent garder une partie un peu privée. C'est le cas un peu? Pour la musique, ouais, mais ça va changer. Et par contre, sur le privé et professionnel, ouais, je suis très discret. J'étale pas ma vie sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, j'espère, enfin, je pense que ça n'intéresse pas tout le monde et qu'ils se porteront mieux de pas savoir ce que j'ai mangé à midi. Oui, tu vois, c'est une manière un peu bête ouais, vulgariser le truc, mais non, mais voilà, garder ma vie privée pour moi. Mais c'est un truc que tu m'as dit quand je t'ai proposé un podcast. Tu m'as dit, écoute, je suis chaud, mais je suis pas sûr que ça intéresse les gens, mais vas-y, si tu penses que si, je suis chaud. J'ai dit ça? Tu Ouais, m'as tu dit vois. ça. Je me rappelle même pas, mais non, mais c'est ce que je pense. Et en fait, je me rappelle de ma famille, mes cousins, oncles, etc., qui habitent en France, hein, mais que je vois jamais, et qui me disaient est-ce que tu peux mettre des stories de temps en temps pour qu'on sache où t'es? Que t'aies envie. Exactement, tu vois. Et moi, ça me prend 2 secondes. C'est un riposte d'un truc de la fédération avec l'équipe de France, et je dis bon, bah, on est à Cannes, en stage, et comme ça, eux le voient et savent où je suis. Mais en fait, non. Mais pourtant, là, c'est pro, ça reste du volley, et c'est ma vie professionnelle. Et je pense que c'est ok que les gens qui me suivent voient ça, mais je sais pas, un peu dans la retenue, quoi. Quand j'étais venu il y a 2 ans en Pologne, ou peut-être 3 d'ailleurs, 2. 2, Ouais. mais c'était fin 2023, c'était sur la saison 23-24 du coup, c'est Ouais, ça. ouais. Tu m'as dit un truc, tu m'as dit je me considère extrêmement chanceux. Je sais pas si tu t'en rappelles, moi je m'en rappelle très bien. Et tu sais pourquoi? Petite parenthèse, il faut que je sois attentif à tout ce que je dis, parce que là, si tu me ressors dans 3 ans ce que je vais dire là dans 2 minutes, on peut être mal barré. Mais pourquoi je me sens hyper chanceux un peu pour ce que j'expliquais là, il y a 5 minutes, c'est que j'ai eu un chemin tout tracé, j'ai pas eu de grandes questions à me poser dans ma vie, où je me les suis posées après.
et d'avoir un peu tout sur un plateau. N'a pas vécu dans l'opulence dans ma famille ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'avais tout. Grandir à Tourcoing, qui est une ville développée culturellement, donc à 10 minutes de chez moi, j'avais école primaire, collège, lycée, toutes les salles de volley et un grand club de volley qui était mon truc, tu vois. C'était vraiment ce que je voulais faire à l'époque et j'adorais ça. Et même à l'école où j'ai jamais été un grand bosseur et tout marchait, tu vois, jamais vraiment eu de problème. Donc, ouais, une enfance facile et derrière, je pense que tout volleyeur a aussi une part de chance dans sa carrière. Moi, je sortais du CNVB, le premier match pro à Tourcoing, j'étais aspirant, tu vois, le centre de formation, et j'ai commencé à jouer tout de suite, parce que par une blessure d'Alexandre Goumgazias, et j'ai tout de suite été sur le terrain, dans le grand bain, et en fait, ce truc s'est débloqué très vite, alors qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont probablement meilleurs que moi à leur âge que je l'étais, et qui ont dû attendre 2-3 ans avant de pouvoir vraiment saisir cette chance parce qu'elle ne leur a pas été donnée. Donc moi j'ai eu ce déclic, ce truc facilité par le destin, par malheureusement la blessure d'Alex et tout, et c'est vraiment un monde qui s'est ouvert sans que je me rende compte, et c'est pour ça que je te dis les questions, je me les suis posées après, parce que j'ai pris conscience de ça. Moi j'avais 18 ans, je faisais la chauffe avec les mecs, l'entraînement c'était un jeu, c'était des professionnels à côté de moi, je me sentais pas professionnel, j'ai 18 ans, je faisais mon truc, je dois jouer, bah si je vais jouer. Trop bien. Ouais, trop bien, tu vois, j'aime ça, bah ouais, ok, on va jouer au volley. On joue, on gagne, on rentre, tu sais, tout le monde, ouais, Yacine, c'est incroyable ce que t'as fait, quand même, félicitations, etc. Hein. Et moi je dis, ouais, bah je sais pas, j'ai joué au volley, c'est mon truc, quoi. Sauf qu'en comparant mon expérience avec d'autres jeunes joueurs vraiment plus talentueux qui ont galéré, bah, je me dis que c'était assez important de s'en rendre compte, en tout cas. Mais pour autant, t'as pris la place de personne, tu vois. Quand t'en parles, j'ai limite l'impression que tu te sens limite coupable, tu vois. Ouais, mais il y a ce truc du destin que personne ne contrôle. Et parce qu'il faut bien se rendre compte que quand tu sors du CNVB à Montpellier, t'arrives dans le grand bain professionnel, et là, on te propose, je sais pas, 3-4 clubs où tu vas aller faire la même chose pour le même salaire d'aspirant dans des villes différentes, dans des clubs différents, et t'as aucune idée dans quoi tu te lances, tu vois. Et moi, Tourcoing, c'était juste, j'ai même pas réfléchi, c'était écrit, tu vois. Je venais de Tourcoing, je vais faire mes 2 ans en CN, je rentre à Tourcoing, je suis chez moi, je vis chez ma mère, je suis trop heureux. Et il y en a d'autres qui se sont posé la question, peut-être qu'il faudrait que j'aille là parce que les deux qui sont à mon poste, bon, je peux peut-être être un peu meilleur, ou il y en a un qui est souvent blessé, ou il est un peu vieux, ou n'importe quoi. Moi, je me suis pas du tout posé ces questions-là. Et, et tout ça, un peu, peut-être comme un bon karma au final, hein, mais tout m'a été donné comme ça. J'ai su saisir l'opportunité, ça c'est une évidence, hein. Mais il y a une grande part de chance à tous les niveaux, que ce soit en équipe de France, que ce soit les premières expériences professionnelles ou les premiers matchs pro, c'est étroitement lié à Moi j'appelle ça de la chance, mais ça peut être juste du destin ou une coïncidence quelque part, ou un hasard, mais je me sens chanceux pour ça, et pour tout dans ma vie en général, où j'ai une famille extraordinaire, mon frère c'est un modèle, ma sœur... je l'aime plus que tout, mes grands-parents mes grands-parents maternels sont encore en vie, on peut s'appeler... tout le temps, c'est un peu un truc vraiment de bonheur, tu vois. J'adore les questions comme ça d'introspection un peu. Et là, tu m'as lancé sur le destin, là. Ok. Genre, tu crois un peu au destin et tout, ou pas trop en soi? Parce que, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que de comment tu décides de l'appeler, Ouais, bien sûr. en fait, il y a cette ça dévoile un peu tout ce que t'en penses, ouais. Certains l'appellent le karma, la chance, le destin. J'aime bien l'idée du karma parce que ça me force un peu à être juste. Ouais. Tu comprends pourquoi ça dure 1h40 avec C'est parce que je parle trop. Non, c'est très bien. Faut pas que je dise trop de trucs parce que dans 3 ans tu vas me les ressortir. Ouais, Tu m'as dit mais le karma, après, ça va, je t'ai pas ressorti une dinguerie non plus. Je me rappelais pas du tout, par contre. Ça se trouve, il l'a inventé, hein. Et je l'ai peut-être inventé. Surtout que j'ai plus les plans pour le prouver. Du coup, ouais, comme tu disais, t'as commencé ta carrière ta vraie carrière professionnelle à Tourcoing, après le CNVB. Du coup, comme tu disais, t'arrives à Tourcoing, tu dois direct jouer. Mais j'ai l'impression que t'es pas passé par des étapes d'appréhension, de stress, ou
c'était limite plein d'insouciance, quoi. Comme tu disais, tu joues, tu dois jouer, et voilà, quoi. Je joue parce que je dois jouer, et il n'y a pas Ouais, de problème, quoi. non, pas du tout. Tu sais, je vais te dévoiler un truc, c'est que moi, mon truc à l'époque, en plus, je t'en parlais là juste avant. Après les matchs, il y a un peu ce truc qui retombe, tu vois, où le temps s'arrête, où souvent j'ai du mal à dormir à cause de l'adrénaline qui met un petit peu de temps, puis la caféine, etc., qu'on ingurgite pendant le match. Au début, c'est mon truc, c'était de jouer aux jeux vidéo après les matchs, tu vois, vraiment de m'enfermer sur mon PC. Je jouais à LoL à l'époque, en plus, quel jeu, oh là là. J'ai réussi à en J'y ai sortir. perdu beaucoup de temps cette année. Ouais, tu vois, il est dangereux, très très dangereux. Et moi, c'était à l'époque, la saison 3, 4, je sais pas. Et il y avait ce truc vraiment où je jouais, j'étais stressé sur le match, mais tu vois, le bon stress, celui qui te tient éveillé, euh, que je connais plus maintenant, parce que c'est vraiment ça, c'est de l'appréhension quand presque tu découvres quelque chose de nouveau avec des nouveaux enjeux. Et il y avait ce truc où quand on gagnait, ou on perdait, mais souvent quand on gagnait, on retombe, il y avait une espèce de joie derrière où on partageait un peu ce moment avec les potes, on se retrouvait ensuite sur la faille de l'invocateur. Tu vois, un truc, bon, j'ai perdu du temps, hein, mais en même temps, c'était quel moment c'était vraiment un moment assez particulier. Donc vraiment, pour cette insouciance du jeune qui joue son match et qui se rend pas compte de ce qui s'est passé. Là, il se dit, c'est bon, le match est passé, je vais pouvoir rentrer chez moi Et jouer à et LoL. lancer une game, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu jouais sur la feuille de l'invocateur? Ouais, je jouais top. Ah, j'ai pas envie de reparler ça, j'ai réussi à m'en sortir. Bon, bah, ne retombe pas, ne retombe pas là-dedans. J'ai réussi à m'en sortir, ouais, c'était des belles années quand même. J'y repense du coup parce que on a parlé musique, etc. Du coup, chaque fois que tu changes de club, tu bouges avec ton piano ou c'est un petit piano que tu branches sur un ordi, un petit piano C'était, électronique. c'était un petit piano jusqu'à la saison dernière. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'achète un truc sur place parce que c'est une galère à emporter, surtout quand pour aller en Turquie, tu vois, à Istanbul. Les 2 années là-bas, c'était compliqué. Donc j'avais acheté un truc et qu'ensuite je donnais à une école de musique ou quelqu'un qui voulait apprendre le piano. J'ai fait ça pareil à Géchouf il y a 2 ans. Et cet été, j'ai acheté vraiment un piano enfin, c'est pas un piano, comment on appelle ça? Ouais, un synthétiseur de concert, tu vois, un truc vraiment sérieux. 88 touches, immense, très lourd. Je l'ai emmené de chez moi jusqu'à Géchouf, tu sais, dans le flight case. Oh là là, j'ai perdu mon épaule tellement vraiment, c'est épais, c'est très très lourd. Arrivé Et blessé en début de saison pour, ouais, pour le franchement, piano. presque, hein. Qu'est-ce que j'ai transpiré sur ce voyage. Et là, d'ailleurs, on y pense, mais j'appréhende le retour. Mais là, voilà, donc là, maintenant, j'ai ma trompette, mon piano, carte son comme toi, le fameux micro et le pied. Ça fait beaucoup de trucs, mais sourdines ou trompettes, tu vois. Puis enfin, l'ordi qui va avec, parce que c'est de la production. Est-ce que tu trouves que c'est important pour un joueur, surtout professionnel? Professionnel. Tu l'avais bien dit, non? Là, j'ai un peu bégayé, ça m'a pas plu. D'avoir quelque chose en dehors du volet, tu vois. Ouais, non, mais pour moi, c'est une évidence, hein. Alors, peut-être que je me trompe. Je crois qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de cas. Les cas diffèrent, on va dire. Mais au final, on se retrouve tous dans la même chose. Moi, j'ai la musique, j'ai mon équilibre privé-pro qui est hyper important. Il y en a d'autres, c'est le volet, mais pas le volet joué, c'est analyser le volet, regarder tous les matchs possibles, suivre le mercato, tu vois, vraiment écrire à tout le monde pour savoir la dernière rumeur, la dernière nouvelle, la dernière info. Et je pense que c'est une manière aussi vraiment de trouver un peu cet équilibre-là entre l'entraînement, les matchs et l'autre partie du volet. C'est différent, mais c'est la même chose. Et il y en a beaucoup aussi, c'est les jeux vidéo, hein. Franchement, énormément, énormément d'athlètes en général, mais je vais parler pour les voleurs que je connais sont des gros geeks, quoi. Ça joue à Call of toute la journée. Non, mais c'est vrai, mais des grands noms, tu vois, des mecs, tu vois, Lionel Messi du volley, probablement, tu vois. Mais c'est pas étonnant au final, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de temps en dehors des entraînements. Surtout que vous, cette année, vous entraînez une fois par jour. Ouais, Ouais. exactement. Qui est une formule un peu spéciale, qui se démocratise un peu et que je trouve exceptionnelle. Et on a beaucoup de temps, mais c'est du temps que tu dois récupérer. C'est pas du temps où tu vas passer 5 heures en ville ou aller, je sais pas, faire une randonnée dans la montagne du coin. Tu restes chez toi, tu récupères, tu te mets les bottes de compression, tu te mets un Ouais. petit complexe là sur le pec pour récupérer des attaques.
et t'as la manette dans les mains, c'est simple, tu vois. Mais ça peut être ça, ça peut être les séries TV, on a beaucoup de temps à tuer. Certains le fructifient, l'utilisent mieux que d'autres. Tu parlais du coup certains joueurs qui suivaient vachement les transferts, les rumeurs, etc. Est-ce que toi, à titre perso, c'est un truc qui te plaît? Tous les petits gossips et tout, savoir qui va où, Ah non, pas du tout. t'en fous? Ouais, d'ailleurs, ouais, non. Non, non, pas du tout. Je suis toujours le dernier à savoir les trucs, moi. Ouais. Ça m'intéresse pas, parce que je me dis au final, je le saurai, tu vois, Ouais, ouais. un de ces quatre. Ouais. Quand la saison va commencer, je vais voir qui joue là, et je regarde un peu de volley, pas abondamment, mais je suis. Parce que t'as quand même, enfin quand je dis toi, c'est en général, euh, t'as ce côté très humain où les gens, dès qu'il y a un peu de drama, tu vois, tu jettes quand même un petit œil, mais pas dans les gossips du coup. Ok. Non, non, pas du tout. Mais je peux comprendre que ce soit excitant, tu vois, parce qu'en plus, c'est un, je le vois ici en plus en Pologne, tu vois. C'est c'est un sport tellement important, tellement populaire qu'en fait les infos sortent sur Twitter ou X, je sais pas comment on appelle ça, avant que ce soit signé, tu vois. Ça a été le cas pour moi avant que j'échoue, ça sera le cas pour l'année prochaine. Les infos sortent avant même. Limite que tu sois au courant, quoi. Exactement, non mais je vais même te raconter cette histoire, c'est que mon prochain club, j'avais même pas encore reçu le contrat, on était juste en négociation, qu'il y avait des photos de mon club, là, ASECO, qui ont été photoshopées avec le maillot de mon prochain club, Ok. auquel j'ai signé au final, tu vois, mais 2 jours après. Et en fait, cette photo-là, où c'est moi, à la base j'ai le maillot d'ASECO, il a été photoshopé avec le club qui m'avait pas encore Ok, envoyé le mais contrat. tu vois, c'est obligé qu'il y a les gens partagent Non, d'infos. Ça sort d'où, mais tu vois? je sais même pas si c'est, je sais pas, le club qui en parle ou peut-être que, bon, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, tellement de gens en parlent qu'au final, du bouche à oreille, ça prend trop peu de temps parce que je le vois aussi un peu dans le vestiaire. Dès qu'il y a une info un peu croquante, tu l'entends très vite, tu vois. Moi, je suis là, je ne comprends pas un brin de polonais, hein, mais je dis, j'entends un nom, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Ils me disent, ah, mais il a signé. Je dis, ah bon? Ouais, il a signé, mais c'était il y a un mois déjà. Et en fait, il parlait d'un autre mec qui allait signer avec le même gars. Bon. Et moi, je suis le dernier à savoir ça. Mais en fait, toutes les infos un peu croquantes, elles finissent par sortir peut-être avant même qu'elles se réalisent. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de fake news aussi. Oui. Apparemment, je devais aller en Turquie. J'étais pas au courant. Cette année, là? Ouais, ouais, là, il y a une semaine, ouais. Et ça se trouve, il y a les billets qui ont été pris, ton contrat a été racheté, t'es pas encore au courant, tu Tu vois. vois, c'est ça. Mais encore, et pourtant, moi, tu vois, je suis Yacine Ouati, j'ai mon petit nom dans le volet, mais je suis pas Erwin, je suis pas Antoine, je suis pas Trevor, génial, tu vois. Ou même, et là, je parle de mes stars à moi en équipe de France, là. Mais si tu parles de Tomasz Fornal, la star polonaise, mais lui, ça va parler à tout va, envoyer des trucs, des fake news. Attire l'arigot, j'avais envie de dire attire C'est l'arigot. très beau à tirer l'arigot. Moi, ça me plaît beaucoup. En parlant de stars, parce que pour donner un peu des insights, on s'est vu hier, etc., on en a parlé. On a parlé de ce sujet, mais je trouve intéressant de l'évoquer. C'est Tomasz Fornal, c'est une superstar en Pologne. Il fait des campagnes de pub. Tu les vois sur les buildings, des grandes affiches publicitaires, etc. Est-ce que toi, quelque chose comme ça en France, ça t'aurait plu? Personnellement, non. Je l'aurais endossé pour le volet, je pense. C'est pas un truc qui m'aurait excité, mais si ça faisait partie de. Si ça faisait partie du jeu, de me permettre de pouvoir jouer en France, dans mon pays, être proche, d'être plus proche de ma famille et de mes amis, je l'aurais fait sans problème, tu vois. Mais c'est pas du tout un truc qui m'excite, tu vois. Je me dis, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie, comme on en parlait, j'ai besoin de garder ma vie privée, tu vois. C'est pas. Ouais, en fait, pour donner des détails, on en parlait hier, moi c'est quelque chose qui, mine de rien, me fait peur, tu vois. Quand tu vois un peu les mecs qui sont connus et qui pètent du jour au lendemain, je sais pas si t'as suivi Anime aussi, ça te parle? Ouais. Euh, les gars, du jour au lendemain, leur vie elle est bouleversée, les gars peuvent plus marcher dans la rue sans se faire interrompre et tout. Hmm. Et je pense que quand il y a une ou deux personnes par jour qui viennent te voir, c'est touchant, ça te plaît, c'est cool, mais Ouais. quand il y a 40, 50, 60 personnes
que dès que tu marches, il y a quelqu'un qui te prend en photo, etc., pour le mettre sur Twitter. Ouais. Ça doit être lourd à force. C'est que c'est rarement. Enfin, si tout le monde était bienveillant et respectueux de ton espace, tu vois, ce serait merveilleux. Je pense que beaucoup inspiré à vivre ça aussi pour ce que ça t'apporte. Mais, ouais, mais je suis complètement d'accord, hein. Et heureusement, et c'est ce qu'on se disait hier, heureusement qu'on fait que du volley et qu'on a quand même la possibilité de garder cette discrétion qui est pour moi hyper importante. T'as joué du coup 2 saisons à Tourcoing avant de partir à Montpellier. Mais t'as fait beaucoup de clubs en France. Mm, mm. T'es passé par Chaumont aussi, Toulouse aussi, ouais, complètement, avec un peu avec toute l'équipe, avec Trevor, avec Bart, avec Jonas à Guenier, je me Non, rappelle il y avait plus. Luka Il y avait Basic, Luca Basic, il y avait Antoine. Antoine. Est-ce que pour toi c'était un peu des prérequis de beaucoup jouer en France avant de partir? Parce que maintenant les Français aussi, parce que grâce à tout ce que vous avez apporté, la cote des Français a explosé. Mhm. Et les jeunes partent de plus en plus tôt. Est-ce que pour toi c'était des étapes obligatoires avant de tenter l'étranger, ou est-ce que même l'étranger n'avait pas de regard sur les jeunes Français à l'époque? Il y a probablement du vrai dans ce que tu dis, hein. C'est que maintenant l'équipe de France, elle est quand même. Vous avez la cote. On est double champion olympique, tu vois. Double champion olympique. Ce qui implique que les gens respectent naturellement nos structures de formation, et j'imagine qu'il y a un regard sur le vivier français qui est différent peut-être qu'il ne l'était il y a 15 ans quand toute cette génération de l'équipe de France, ou 10-15 ans, l'équipe de France arrivait un peu dans le milieu et allait construire l'équipe de France voilà, d'aujourd'hui. Mais je dois dire aussi que je trouve nos jeunes Français bien meilleurs que nous, ou que moi. Je vais parler à titre personnel, je vais m'engager que moi. Les mecs, les RSL4 à mon poste de 18-19 ans, ils sont bien meilleurs que moi à leur âge, tu vois. Ok, genre tu sens vraiment une différence. Bah ouais, non, mais parler, il y avait euh, Mathis du coup, Mathis, Noah Duflo. Noah Duflo, ils étaient avec nous cet été. Tu vois, les autres, je les connais pas assez, hein, mais je les ai pas vus jouer. Mais Mathis et Noah, je dis, bah ouais, les gars, enfin, chapeau, quoi, vous avez 18 ans. Noah a 18 ans, je vois faire des trucs. Bon, ouais, moi j'ai mis du temps quand même à faire ça, tu vois. Et je sais même pas. On n'a pas le même profil aussi, peut-être, mais il est très chaud pour son âge. Et on s'est un peu tous dit ça. C'est vraiment des potentiels exceptionnels. On était aussi des bons potentiels, mais vraiment, il y a cette différence de niveau au même âge qui est pour moi évident. Et je suis trop heureux pour eux. Et ça leur ouvre probablement des portes d'aller plus tôt dans des plus grands championnats, d'aller se côtoyer au plus grand et d'aller se former là-bas. Après, les choix, j'aurais pu partir à l'étranger plus tôt. Mais il y a l'étranger, tu vois. Bah, parce que t'es parti en Belgique. Ouais, mais là, bah, attends, la Belgique, hein, c'était. Tu vois où c'est Tourcoing sur la carte de la France? À 10 minutes. Tu vois où c'est Menin? J'étais à Menin en Belgique. Ouais, ouais. Et 10 minutes, je vivais chez ma mère. Ouais, Ah ok, c'était je savais pas. exceptionnel. En plus, Ah, on s'entraînait une fois par jour. Comme la moitié des gens, la moitié de mes coéquipiers, c'était des Belges. Ouais, bah, des Belges, exactement. Il y avait un Slovaque, je crois, à l'époque aussi. Et surtout, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient half-time, comment on dit ça en français? Ah, ils étaient à Mi-temps. mi-temps. Mi-temps, Ok. exactement. C'était des maçons, des électriciens, des profs le matin, et ils allaient s'entraîner l'après-midi, tu vois. T'as la ref avec Gazo ou pas? En Putain, vrai, les mots ils me viennent que en anglais, c'est trop relou, trop relou. oui, je l'ai en plus. Je l'ai vu. Ah, j'espère que ça fait rire les gens. Mais je te jure que c'est halftime, le seul truc qui m'est venu. Et donc, c'était à mi-temps, c'est des profs vraiment électriciens, mais je rigole pas, tu vois, un mec qui était un charpentier, tu vois, Dwight. Mais trop cool, les mecs, on s'entraînait une seule fois par jour. Et donc, je vivais chez ma mère, à Tourcoing, en France, et j'étais un transfrontalier à aller m'entraîner. Pas pareil qu'en Suisse, du coup, dommage. Non, non, c'est un autre type de transfrontaliage. Mais Moi, je trouve ça fou quand même que les gars avaient un métier physique, tu vois. ouais, Charpentier, ouais. bon, électricien, je me rends pas compte, je suis pas Ça électricien, va. mais c'est Ouais, peut-être un peu moins physique que d'aller faire des charpentes et tout. ouais. Tu sentais que les mecs étaient crevés des fois et Ah ouais. qui venaient là vraiment pour, Ah pour ouais. se dépenser et frapper dans les 1m50 et... Ouais, ouais, ça va. Non, non, mais après, on s'entraînait tous les jours, tu vois. C'est quand même un club sérieux. Je veux pas manquer de respect à ce club-là. C'est un club sérieux, mais qui a pas les moyens de proposer un contrat full-time.
Euh, Temps complet, du coup. mais qui les laissait travailler et d'avoir aussi notre carrière à côté. Ils étaient très heureux comme ça et c'était bon. Franchement, on a une bonne équipe. Vivre à Tourcoing et jouer en Belgique, c'est vraiment stylé. Et du coup, avec les années, tu vois, d'expérience, est-ce que, comme tu disais, il y a l'étranger et l'étranger. Il y a aller pour jouer en plus, aller pour être C'est ça, troisième ou quatrième. c'est ça. À quel point tu recommanderais aux jeunes de partir, tu vois, si tu devais mettre des conditions minimales, tu vois? Bah, c'est propre à chacun parce que certains ont besoin d'avoir cette émulation-là de manquer de terrain, tu vois. D'aller, de signer troisième, quatrième et de se dire, tu vois, qui ont l'orgueil de dire, moi, les mecs au-dessus, je sais ce que je vaux, je vais les bouffer, tu vois. C'est pas ce qu'a dit Thibaut Rossard, mais c'est ce qu'a fait Thibaut Rossard à l'époque quand il avait signé, je crois, après Toulouse, où il avait cassé la saison. C'était peut-être Géchoff, non? Il allait à Géchouf, exactement. Et je me rappelle de Laurent Tilly qui lui avait dit, et peut-être de son agent aussi, qui était le mien aussi à l'époque, qui lui avait dit que c'était pas le bon choix, tu vois, il était jeune, il avait peut-être quoi, 20 ans, 21, 22 peut-être à l'époque, et il lui a dit c'est peut-être pas le bon choix, là tu dois continuer de jouer, t'as bien fait en France, mais essaye de bien faire dans un autre championnat, aller jouer les playoffs en Italie ou en Pologne, plutôt qu'aller à Géchouf, donc ici, pour finalement probablement pas jouer. Et au Et, final, et il a complètement, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre ici et bravo, tu vois. Mais moi, c'est pas un truc je l'ai pas le mot. convenu? Convenu, ouais. Un Tu l'as truc en anglais ou pas? non, je l'ai pas. On peut parler en anglais d'ailleurs. Et donc moi, c'était des choix beaucoup plus raisonnables et il fallait que je sache où je mettais les pieds. Voilà, je vais pas essayer de brûler les étapes. Tous les choix que j'ai faits avaient du sens, j'ai été plutôt bien conseillé. Mais quand je suis reparti vraiment de la Belgique, après Toulouse, 2 ans avec une équipe jeune, mais qui ont fait finale de Coupe de France, ont fait vraiment des belles saisons. Ensuite, Chaumont, tu vois, qui était là-bas pour jouer la Ligue des Champions, aller faire mes premiers matchs sur la scène internationale. Et derrière, l'Italie, à Padova, tu vois, qui est vraiment le club parfait pour un jeune Français qui va tenter sa chance à l'étranger. Parce que pas un club à pression, tu dois te maintenir si tu vas en playoff, c'est incroyable. On allait en playoff, c'était incroyable. Le club était trop content. Et voilà, quoi, tu vois. Euh, Moi, j'aime beaucoup parler de la Ligue des Champions, surtout les premiers matchs, tu vois. Parce que, au-delà de jouer contre des grandes équipes, de conscientiser le fait que ce soit un trophée important, c'est aussi des moments pour se montrer. Et je sais pas si, quand t'étais jeune, tu le voyais comme ça aussi. Genre, si t'avais conscience de te dire, putain, ce soir, si je fais un match de fou, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre et qui se débloque. Je pense que je le savais, mais je l'ai jamais poussé en moi en me disant tout dépend de ce match-là, tu vois. Parce que c'est pas un truc qui m'aurait stimulé dans le bon sens. Ouais, forcément, tu vois, le championnat de France est très dur parce que c'est un championnat hyper homogène et c'est un super championnat. Mais quand tu vas jouer, à l'époque j'étais à Chaumont, on a joué Belchâteau, Trento, on allait jouer à Novosibirsk en Russie, qui était un des grands clubs à l'époque, avec Grosser, Ekshi, Passeur, et tu vois vraiment des gros noms. Et quand tu t'affrontes à à ces joueurs-là, ça te permet de passer des étapes et de prendre conscience de ce qu'est le volley ailleurs. Et ouais, c'était une ouverture d'esprit et aussi une manière de se montrer. Et moi, ça a fonctionné. Et c'est aussi probablement ce qui m'a permis d'aller jouer directement à Padova là, en Italie la saison d'après. Et pour aller de nouveau, sauf que là, c'était dans le championnat italien, jouer contre Léon à Perugia, aller jouer contre Gianelli, ces mecs-là, tu vois, les Zaitsev, Torena, Leal, tous les grands noms. Donc c'est vraiment la première, c'est le premier sas qui te permet, quand tu es français ou quand tu joues dans le championnat de France, d'aller découvrir ou d'aller grappiller ce que tu peux dans les plus grands championnats. Et c'est le chemin que tout le monde emprunte au final. Là, je vais te poser une question dont je suis sûr déjà connaître la réponse, tu vois. Mais avant de signer du coup à Padova et à Chaumont, euh, tu passes 2 saisons à Toulouse avec quasiment le starting six de l'équipe de France. Euh, Est-ce que à cette époque-là,
on peut ne serait-ce qu'imaginer un jour, genre jouer les Jeux Olympiques et encore plus loin les gagner, tu vois. À ce moment-là? Ouais, à ce moment-là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était tellement loin. Ah, mais si loin. Mais pour moi à cette époque-là, donc on est en 2000. Première saison à Toulouse, c'est 15-16. Exactement. 15-16, 16-17. 2015, l'équipe de France gagne son premier titre. L'Euro. L'Euro. Et la World Et la League. World League. Donc là, c'est un peu l'exploit, l'été. C'est le premier titre depuis un moment. Depuis un moment, je sais même pas si c'est où c'est le premier titre. Européen, ça c'est sûr. Et en fait, l'équipe de France, c'est un truc qu'en plus elle venait de gagner. Tu te dis, mais en fait, là, mon but, c'est pas, on parle pas de JO, on parle pas de moi, c'est juste d'essayer d'aller faire une sélection avec eux, tu vois. Mon but, c'était ça, c'est de me dire, si jamais j'y arrive, ben, je vais pouvoir aller jouer avec Erwin, avec Genia, avec Benjamin Tognotti, ces mecs-là qui étaient encore jeunes à l'époque, mais qui étaient déjà des piliers de l'équipe de France. Ouais, qui était déjà là depuis 2, 3, 4 ans, ouais. Ouais, Kevin Leroux, etc. Et tous ces noms-là que je connaissais pas, que je côtoyais vite fait, un peu peut-être dans le championnat quand ils y jouent encore, je parle pour Genia surtout, et Totti, mais c'était essayer de se rapprocher de ça. Mais les Jeux Olympiques, mais pas du tout, mais pas une seconde. Vraiment pas. Parce que ces mecs-là, avant de rejoindre l'équipe de France, du coup, tu les idéalisais déjà, un peu. C'est peut-être un peu fort le mot idéaliser, mais en disant putain, les gars, c'est des Français, peut-être que moi aussi j'aurai ma place un jour là-bas. En toute humilité, je pensais. Un peu un truc qui m'a un peu sauvé dans ma carrière et que je continue à prôner, c'est vraiment de prendre ce qui vient. Sans demander, sans espérer, et prendre ce qui vient. Et j'ai pas essayé d'enfoncer des portes, tu vois. Ça, c'était un peu ma manière de vivre le truc. Peut-être que ça m'a ralenti dans ma carrière. Mais en tout cas, ça m'a... au point où j'en suis maintenant, j'ai envie de dire que ça a fonctionné. C'est vrai que t'es pas mal quand même. Tu vois, ça va. Si on parle de volley, on s'en sort pas mal. En termes de musique, il faudrait s'y mettre. Mais par contre, à ce moment-là, je pense que Trevor allait faire ses premiers étés juste après. Thibaut Ressart était, après cette saison à Toulouse en 2015, je crois 2015-2016, il était au top. Antoine, il devait pas tarder à rentrer aussi, Antoine, je pense. exactement. Parce que je pense que Pierre Poujol devait pas être loin de quitter, je pense. C'était un peu écrit que ça allait être le deuxième de Totti à l'époque. Et puis il y a Babar qui est arrivé derrière en toute nonchalance, hyper arrogant, le jeune de 18 ans il fait une saison, il va en équipe de France direct. Tu vois. Et il gagne la World League. Contre le Brésil. Félicitations, gars, il est en train de passer le brevet le mois d'avant et il arrive, vas-y, c'est bon, bien joué, gros. Et donc, juste pour te dire que moi, à ce moment-là, je joue dans le championnat de France, tu vois, je suis titulaire à Toulouse, je suis content. Je peux faire mieux, mais c'est déjà bien ce que je fais. Mais devant moi, j'ai quand même ces noms-là, tu vois. Surtout à l'époque, c'était des compétitions à 12, donc il y avait 4 réceptions attaquants qui partaient. Il y avait Kevin Tilly, Erwin Ngapet, Trevor Clevenot, Thibaut Ressart, et n'oublions pas, si vous voulez, Julien Linel. Ouais, bien sûr. Qui était une bête. Tu vois. Et en plus gaucher, donc ça changeait un peu de profil. Ouais, c'est vrai, en plus, un peu les profils, à part Erwin, et peut-être... Erwin fait tout, mais enfin, vraiment tout, mais un peu des profils similaires, tu vois. Où, en tout cas, moi, j'allais pas arriver à apporter un truc de fou en plus. Et donc, tous ces noms-là, devant, je dis, je suis trop content pour l'équipe de France, parce qu'on a vraiment des bêtes de joueurs, tu vois. Et force à moi, quoi. Et ouais, force à moi, tu vois, on va taffer, gros. Et au final, après, les portes sont ouvertes sans que je les ai enfoncées. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. On prétire la rigotte, petit bonhomme de chemin, c'est pas mal. C'est très bon. Je vais essayer de caler des petites expressions comme ça. et puis, il y a malheureusement certaines blessures, Thibaut et Jus notamment, qui les ont écartées et qui m'a permis de rentrer, de m'insérer dans le truc, de faire mes premières sélections. En plus, Laurent Tilly, tu voulais dire un truc ? Je voulais juste dire que eux à l'époque jouaient déjà à l'étranger en plus. Ouais, exactement. Trevor allait à Piacenza juste après. Jus et Kev étaient déjà en Pologne ou en Italie. Pologne, ouais. Et Laurent Tilly était assez frileux dans le sens où il avait une équipe jeune, il laissait pas forcément de repos en World League, alors que c'était une compétition atroce en termes de récup, de tout, tu vois, de voyage, bilan carbone, tout ce que tu veux.
Et puis c'était une semaine sur l'autre. Maintenant, ils ont fait une VNL avec plus d'équipes et seulement 3 étapes. À l'époque, c'était 5 ou 6 peut-être, où tu faisais Corée, C'était vraiment la World League, quoi. World. Ils se sont dit, dommage qu'on n'ait pas un pays au milieu du Pacifique, parce qu'on serait bien allé là aussi, tu vois. On pourrait vraiment explorer toutes les les cases de continents. mon globe. Et ça, c'était vraiment assez ça. C'était Argentine, Corée du Sud quand même, Russie, un petit truc en Bulgarie, tu vois, pour que tu puisses quand même dire bonjour à ta famille au passage. Mais donc mon premier été, c'était en 2018, je crois, où j'ai fait ma première intervention. Après Chaumont, du coup. Ouais, exactement. Mais ça a été très vite, hein, parce qu'il n'y avait pas la place pour moi. C'était ces noms-là qu'on a cités avant, et des mecs qui méritaient, qui étaient trop forts. Et donc ma place elle est un peu arrivée grâce à la qualif à Berlin, où là j'ai utilisé, j'ai joué, et on s'est qualifié pour Tokyo, tu vois. Donc il y a eu ce truc. On en parlait du coup hier quand on a mangé ensemble. Ouais, je donne tellement d'inside. Euh, Au début, tu faisais pas toutes les semaines de VNL, si j'avance un peu dans le temps. Ouais. Tu faisais bah voilà, les premières semaines et après pas les phases finales. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mal vécu? Enfin, pas forcément. Quand je dis mal vécu, c'est pas forcément, tu vois, négatif, rempli de haine, tu vois, mais plutôt de la déception. Non, parce que l'équipe de France cartonnait. Quand même, de 2015 à 2019, il y a eu deux titres de champion d'Europe, de Ligue mondiale, je crois. Une VNL surtout. Ouais, une VNL, une deuxième place à Lille. Et à Lille, tu vois, Contre j'y la Russie, étais. ouais. Contre la Russie, exactement. Et moi, j'y étais en tribune, tu vois. Je dansais sur du Christophe Maé pendant que les mecs se chauffaient. Mais c'était. La belle demoiselle. J'étais trop heureux de les voir sur le terrain. Ils me faisaient coucou comme ça. Parce qu'il y a 2 semaines, j'étais encore avec eux pour une étape à Ouch ou un truc dans le genre. Et, et c'était exceptionnel parce que l'équipe était forte, les mecs à mon poste étaient carrés et très forts. Donc, il y a pas de. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Juste travail, tu vois, essaye d'être meilleur. Et c'est sûr que. En tout cas, je me suis pas pris la tête. Une déception, forcément, parce que tu as envie d'en faire partie. Ouais, bien sûr. Mais il faut savoir mériter tout ça. Il faut savoir reconnaître ce qui t'est dû ou non. Non, il n'y a ouais, aucune. En tout cas, je me suis épargné cette négativité pour continuer mon petit bonhomme de chemin. Toujours. Et toujours celui-là, hein, et toujours pour aller de l'avant. Euh, Avant de partir en Italie, du coup, est-ce qu'il y a une situation, un match qui t'a vraiment marqué? Ouais, en bien, bel château, En Ligue des Champions, en du Ligue coup? des Champions, parce qu'on les a gagnés, on a gagné contre eux chez eux, donc c'était à Chaumont, ça, Ouais. chez eux et chez nous. Et c'était vraiment une grosse équipe à l'époque, avec Vlasi et Badipour. Non, il y avait Et, Bednorch. et chez vous, c'était Steph Boyer. Ouais, Steph euh, Voyage, Jonas Agonier. Ouais, l'équipe était. Tu vois, on était une équipe stable, parce qu'on ne gagnait pas tout dans le championnat de France non plus, mais on a réussi à aller gagner ces matchs-là contre une des grosses équipes du championnat polonais qui était en train de se faire son nom et de devenir aussi un championnat de référence. Tu vois. Pas comme maintenant, mais en tout cas, je pense. Et est-ce que tu sentais, c'est une question que je pose beaucoup, je suis désolé pour les gens qui vont regarder les podcasts coup pour coup, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est, tu sentais vraiment que tu avais besoin de partir, parce que tu l'as dit, t'as jamais été dans ce truc de, putain, je vais absolument aller chercher, mais t'avais vraiment cette envie de départ après Chaumont, ou peut-être même avant d'ailleurs, hein, Ouais, là, je sentais que c'était le moment. Là, je sentais que c'était le moment parce que j'étais plus tout jeune, j'avais 26 ans. Et 25-26. Et c'était un peu maintenant, je vois pas ce que je pouvais faire de plus en France. Je vois pas faire aller, tu vois, même une année, une saison dans un club allemand tu vois, pour pareil continuer à jouer avec des champions. Je pense que j'avais fait ce passage-là. J'avais j'avais fait ce que je pouvais faire. Et non, je voulais étape du dessus là. Je voulais ma petite upgrade et aller, ouais, aller jouer contre ces mecs-là, tu vois, contre ces gros clubs que tu vois depuis toujours, Modène, tu vois, Modène, Loubet, Trento, Perugia, parce qu'en plus, moi, je suis arrivé en Italie, c'est l'année où Léon est arrivé à Perugia, à Perugia, après tu les vois.
je sais plus combien d'années à Kazan, mais où il venait du coup de 3 Ligues gagner des Champions. On va parler de 3 3 fois Ligues des Champions quand même. On va parler de ça. C'est une belle stat quand même. C'est pas mal. Et donc il s'est dit, je vais aller à Perugia. Et je pense qu'il a signé à Perugia parce que j'allais en Italie. C'est ce qu'il m'a dit après en off, mais bon, j'étais pas censé le dire. Et non, C'est mais sorti dans un article italien, j'ai lu tu pour sais la que tu prépa. parles couramment italien en plus. Et il est Tutto bene. ouais, tu vois, d'aller jouer ce niveau-là, d'aller recevoir ces bombes-là, on s'est fait martyriser en plus contre Perugia. Il a servi comme un fou. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je découvrais ça parce que je jouais pas en équipe de France, je jouais pas contre, je jouais pas à ce niveau-là encore, tu vois, pas ce niveau de volley-là, ce niveau physique-là. Et c'était vraiment une découverte. C'était du coup à Padova, Padoué en français, la traduction. Pas doux, ouais. Padoue, ah Ouais. merde, ok, parce qu'il change tout. T'allais faire une blague sur Padoué? Pas du C'est tout. ça? Fais gaffe. Pas du tout. J'avoue que je me rappelle plus du tout précisément des joueurs. Je crois que t'étais avec Riley Barnes, Qui arrivait en cours de saison, c'est ça? qui était en Russie avant, Ouais. qui avait gagné la Coupe d'Europe avec Tours juste Ouais, avant. tout à fait. Ouais. Il était à Oufa. Ouais. Comment ça se passe du coup cette découverte? Parce que tu passes du tout au tout, quoi. Tu passes de la France qui est un championnat bon, homogène, avec des bons joueurs, d'anciens joueurs aussi qui ont joué à très gros niveau, mais qui ont roulé leur boss. Pas mal celle-là aussi. On va les écrire après quand même. Mais là, tu passes aux gars qui sont au prime de leur forme. Tu disais, t'as Léon, t'as Zaitsev aussi, des Tchécos qui jouaient super bien aussi à l'époque. Ça te met un petit coup au moral un peu, ou un petit choc, ou au contraire, t'es plutôt en mode j'ai la dalle, quoi, et je vais essayer de faire un truc. Bah en fait, quand tu vas jouer à Padova, c'est ça qui est bien, c'est que tous ces matchs-là contre eux, ils sont un peu perdus d'avance parce qu'on n'est pas du tout les mêmes équipes. Et au final, on a gagné contre Perugia à domicile, tu vois. Ah, c'était la fête là-bas. C'était exceptionnel. Et c'est un peu ces matchs-là, c'est un peu pour ces matchs-là aussi que tu vas dans ces clubs-là parce que c'est trop facile de jouer dans cette position. T'es pas attendu. T'es outsider. Eux, peut-être qu'ils sortent d'un match de Ligue des Champions en semaine, ils doivent jouer 2 jours après, ils sont pas au top physiquement. Toi, t'as eu ta semaine entière parce que tu fais pas aucune compétition européenne. Et puis, tu commences le match en disant bah, je vais un peu tout tenter aujourd'hui, on verra ce que ça a donné. Tu vois. Et on a gagné, je crois qu'on a gagné contre Perugia et peut-être un autre match contre une des grosses équipes du top 5. Tu vois. Et alors qu'ils sont bien meilleurs que nous. Et donc, non, pas d'appréhension ou pas de dire il faut que je les bouffe. Non, juste joue, vois ce qui se passe. Et en fait, c'est un truc c'est une étape qui passe, quand tu vas jouer dans d'autres clubs, où là, les attentes sont complètement différentes, c'est un truc que j'ai découvert bien plus tard, tu vois. Plutôt que de jouer pour les playoffs avec une équipe qui est au final bien construite, tu vois, on va finir, ouais, là, 9, 10, 8, 7, si ça se passe bien, on a fini 7ème, je crois. Et ouais, mais c'est génial. Et je pense que c'est vraiment le parcours qu'il faut pour les jeunes joueurs, aller ce genre de club-là. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande et c'est ce qui me fait. Est-ce que tu étais content parce que du coup, tu es resté une saison à Padova. Est-ce que tu étais content de pouvoir rester en Italie après cette-là? Parce que du coup, tu es allé à Monza. Alors, j'ai failli faire une bêtise, je crois, c'est que j'allais signer à Albank. En Turquie, du coup. Ouais. Et je pense que c'était trop tôt, tu vois. C'était un peu les premières sommes, tu vois, les premières sommes qui te disent ouais, c'est stylé, tu vois, tu peux quand même gagner pas mal d'argent avec le volley. Parce que sans parler de combien, mais on parle de fois combien, tu vois, sur le salaire que tu avais en Italie. C'était x3 là. Ah ouais, d'accord, ok. x3 sur ce que j'avais en Italie et en fait, mais heureusement, le conseil d'administration du club, en fait, c'était le moment où la crise de la lire turque arrivait, la crise économique en Turquie, elle arrivait, et ils ont eu ces prévisionnels, et en fait, ils se sont dit qu'ils avaient le temps, ils devaient réfléchir, qu'ils ne pouvaient pas encore signer, alors que le contrat, il devait arriver là dans la journée, j'allais signer. Ouais, toi, t'étais pleine bourre. Exactement. Moi, je me suis dit, bon, ouais, c'est là, tu vois, c'est un grand club. La Turquie était un peu en train de perdre de ces belles années
de l'époque. C'était pas encore dans la situation de maintenant où ça reprend vraiment Non, du exactement. jalon. Mais c'était le début où la Turquie, ça a été un grand championnat à l'époque, où il y avait vraiment tous les grands noms, ils sont passés, enfin pas tous les grands noms, mais des grands noms, ils sont passés. Fenerbahçe, Galatasaray, Izmir aussi, et Alban, tu vois, c'est vraiment, tu vois, Milkovic, des mecs de légende comme ça qui ont joué. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, bon, la Turquie, on verra, mais ouais, j'y vais, tu vois. Et, euh, et en fait, donc ça a été retardé par le conseil, et heureusement parce que le lendemain, il y avait quand même des chances que ça se fasse avec la Turquie, mais peut-être que je m'y suis mis à réfléchir parce qu'il y a donc mon passeur de Padova, Dragan Travica, à mon avis, il a parlé avec Monza, parce que lui il devait aller à Monza pour des histoires, un peu une longue histoire, il devait signer à Monza, et à mon avis, il leur a parlé de moi, et ce qui fait que ils m'ont appelé, et j'ai eu une proposition dans la journée. Ok. Et donc j'ai signé très vite comme ça, un truc un peu inattendu, alors que j'attendais encore le contrat de... Et puis tu vois, quand je te dis que je suis chanceux, c'est parce que Albank c'était un mauvais choix à l'époque. Ça aurait été trop bien, mais dans la construction que j'ai eue, en tout cas de ce que je peux regarder maintenant de mon passé, et des choix de carrière que j'ai fait, c'était tellement cohérent de faire Padova, Monza... Parce qu'à l'époque, t'aurais été pour jouer ou c'était pas clair? Tu vois, je sais même pas. Je sais même pas. En fait, t'aurais signé avant de connaître vraiment l'effectif Bah, parce que et... ouais, probablement c'était pas pour les bonnes raisons aussi, tu vois. C'était. Tu vois, mais tout de suite je t'ai parlé d'argent, on a parlé de fois combien, mais c'est pas. Quand tu fais ces choix de carrière-là, c'est pas encore le moment d'en parler. Tu as le temps, tu vois. Gravir des échelons, et peut-être à un moment donné, si tu veux, pense à l'argent si t'en as envie ou pas. Après, c'était pas comme si non plus t'allais aller en Azerbaïdjan ou ce genre de Ouais, truc, tu vois. Ça ouais. restait quand même un peu un championnat crédible. Ouais, mais tu vois, si tu remets dans le contexte, j'ai fait, je sais pas, 6 7 ans en France avant. J'ai fait une bonne saison, une très bonne saison à Padova. Bah, ça suffisait pas, en fait. Je pouvais pas me dire, tu vois, l'Italie, tchèque, Ouais, j'ai fini le jeu, ouais. je vais en Turquie, ils me rappelleront l'année prochaine. Pas du tout, parce qu'il y a tellement de joueurs qui font des saisons encore meilleures que moi, ou n'importe quoi, tu vois, des noms plus importants, et j'ai rien écrit, tu vois. Et je suis encore, je suis pas quelqu'un parce que je joue à Padova, parce qu'au final on est allé en play-off et le club était content, mais tu vois, tu sais, quand on a pris tac 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 en quart de finale, fin de la saison, et arrivederci, tu vois. Alors qu'il fallait aller à Monza, c'était vraiment le bon choix pour déjà pour un pays qui me plaît, une culture qui me plaît, et la Turquie, c'était vraiment trop tôt. Je sais pas à quel point tu voudras en parler, mais ce serait injuste de pas en parler parce que j'en ai beaucoup parlé avec Laura dans l'interview. Qui Avec Laura. Je laisserai ce Clin passage. d'œil. Ouais, c'est pour elle. Hein. Clin C'est d'œil. qui Ta copine, oula, j'ai mis un uppercut dans le micro, mais ta Fais copine du attention au coup, matériel. que t'as rencontrée en Italie, Mhm. euh, À Monza. à Monza. En fait, je réfléchis à comment Vas-y. j'aborde le truc parce que euh, cette interview sortira sur ma chaîne en anglais et j'invite les gens à la regarder parce que je pense que c'est très cool de pouvoir voir les deux points de vue comme ça confrontés, Ok, tu vois. ok. Et je ne te dirai pas évidemment ce qu'elle m'a dit. Mais du coup, en fait, t'as rencontré ta copine à l'époque, à Monza, ce qui renforce du coup, je pense, ton sentiment d'avoir fait le bon choix d'aller là-bas. Allez, yes. Bah oui, si t'as cette version, s'intitule, c'est ça, forcément, ouais. Quand je disais que je voulais parler des points communs, c'est aussi un point commun qu'on a, c'est que moi aussi, ma copine est joueuse. Euh, à partir de quand ça a commencé à impacter vos choix de carrière? Très très vite, en fait. Hein. On fait partie de ces jeunes couples du Covid. Oui, elle m'a dit. Ouais, elle te l'a dit ça. On s'est... Ben, ouais, parce qu'on s'est mis ensemble début de saison, donc à peu près en septembre, octobre. Elle a dit septembre ou octobre? Je me rappelle plus. Tu sais qu'on sait même pas la date. Hein. Bref, peu importe, c'est un détail. Elle ne m'a pas parlé d'un jour précis. Parce qu'elle ne le sait pas, forcément, elle m'invente des dates à chaque fois. Mais bref, septembre, octobre, et donc le Covid en Italie, en plus, est arrivé très tôt. Je crois que nous, on a joué le dernier match en mars, et donc on a vraiment vécu notre jeune notre premier concubinage, quoi, ensemble. Très bien ce mot aussi, très bien.
Et donc, on fait partie de ces couples du Covid. Et en fait, si tu remets dans le contexte, c'était une situation stressante pour tout le monde, professionnellement aussi. Et déjà on fait un sport, notre métier c'est un sport, on a une précarité Ouais, qui est folle, ouais. qui est constante à tous les niveaux, que ce soit Blessure, trouver un club. exactement santé, l'équilibre du milieu, tu vois, du sport, parce qu'il y a des clubs qui se cassent la gueule, d'autres qui continuent d'exister. Et là, on est dans l'inconnu du Covid. Et, euh, et j'ai eu à ce moment-là, le Covid venait vraiment de s'installer en Italie. On était complètement en quarantaine. Un peu stressé pour l'année d'après, parce que Laura savait pas ce qu'elle faisait, je savais pas ce que je faisais. Et je reçois un appel de mon agent qui me dit j'ai un club, un super club, une bonne offre, un truc vraiment un peu inattendu à ce moment-là, en Pologne. Et c'est à Jastrzębie. C'est une petite, en fait, c'est une grande ville, mais c'est une petite ville polonaise où il n'y a pas grand-chose à faire. Jastrzębski, pour si on veut Jastrzębski, ouais, le vraiment. lire littéralement, Jastrzębski, qui est mais ça se dit Jastrzębie. le club où ensuite Trevor, Steph, Benjamin Antonetti sont passés. Julien Linel y était avant moi, donc Jean Patry aussi. Ouais, exactement. Et j'ai appelé Julien qui m'a dit ouais, bon, en gros, tu vas pas là-bas pour aller danser Le bachata, quoi. la bachata tous les soirs. C'est tu comme vois. Chaumont. Non, Chaumont, ça va. Ah ouais? Chaumont, c'est bien. Moi, j'ai adoré Chaumont. Non, mais Chaumont, c'est ce que j'entends toujours, c'est très focus volet, tu vois. Ouais, T'as non, le carrément, volley carrément. et et The Bock. Ouais, The Bock. Ouais. Exactement. Non, Yassiem, il n'y a pas grand-chose. Il y a une rue avec deux Japka. C'est des épiceries, tu sais, on va Ouais, préciser. les 24-24. Ouais, quelques restaurants. La pizzeria, c'était mon rendez-vous de la semaine parce que donc, au final, j'ai signé là-bas et Laura est restée à Monza. Et donc, ça a été notre première saison à distance. Pour revenir sur la question. Hein. Et donc, là, en plus, saison du Covid où plus de la moitié des vols étaient annulés, où il y avait un stress de voyager parce qu'il fallait des tests PCR, parce il fallait, tu vois, en plus d'un pays à l'autre, la réglementation était différente. On s'est vu 3 fois, je pense, dans la saison. Et là, là, on a vraiment décidé qu'on voulait continuer nos carrières ensemble, tu vois, dans la mesure du possible. Donc, on est allé en Turquie ensemble, et là, on a décidé vraiment, genre, elle a eu cette proposition à Eczacıbaşı, qui était un club, vraiment, c'était un rêve pour aller jouer là-bas, et je le comprends, c'est la Turquie, le volley féminin en Turquie, c'est vraiment exceptionnel, et un grand club pour aller jouer avec les meilleures joueuses du monde. Et moi, je lui ai dit, bah, vas-y, Sine, moi, je te suis, tu vois. Et je venais de faire... on a gagné le championnat de Pologne Oui. avec Jastrzębie. Et, et donc, en fait, aller en Turquie à ce moment-là, donc on parle de la Turquie il y a 5 ans, c'était pas la Turquie de maintenant où il y a eu vraiment de l'attrait encore pour les grands joueurs qui y sont retournés, où il y avait les moyens. Ouais, les clubs mettaient plutôt d'argent aussi. Ouais, bien sûr. exactement. C'était pas un choix cohérent dans le sens Sportivement carriériste, ouais, pas du tout. Mais c'était le choix le choix du cœur, quoi. Je suis pas trop dans les trucs de parler de vie privée et tout, mais en fait, je trouve ça important d'en parler parce que ça a défini tes choix de carrière par la suite et les siens aussi. Ouais. Est-ce que c'est angoissant de d'avoir un peu la peur, pas de perdre l'autre, tu vois, mais de dire, ah putain, moi, j'espère que j'aurai une proposition là-bas, que tu pourras venir aussi. Parce que finalement, les clubs où vous pouvez jouer euh, dans des villes qui sont assez proches, c'est pas non plus La liste est faible. à foison, quoi. Mhm. T'as dit quoi? La liste est faible. Non, j'ai pas d'expression Ah, de fou, dommage, là. je m'attendais à quelque chose. Non, c'est vrai. Istanbul, Milan, déjà, on avait fait les 2 meilleures destinations. Ouais, Il y en a quelques-uns en Italie, mais c'est pas des clubs qui nous font rêver et on se voyait. Et donc il y a eu Geschouf qui est arrivé là pour cette saison et c'est formidable. Mais en fait, ce qui nous a aidé, c'est que je pense qu'on a 2 timings différents dans nos carrières. Où elle a commencé très tôt à être très forte
Elle est partie super tôt en Italie. Elle est partie, exactement. À 20 ans. Partie super tôt. Elle Ouais. a même fait une saison au Japon. Alors que moi, à ce moment-là, je devais être à Chaumont, tu vois. On n'était pas du tout sur les mêmes. Elle était là. Japon, Modène, où elle joue des finales, des trucs. Hein. Et moi, j'étais encore en train de construire mon truc. Donc on s'est un peu retrouvé là. Pardon. On s'est un peu retrouvé là et on a réussi à garder des choix cohérents pour nous et quand même tenir cet équilibre entre vie privée et carrière de volley. Et je pense que là, moi, je suis plus sur un moment où je fais encore des choix de carrière. Et Laura me suit davantage et elle compose avec ses envies de combien elle a envie de jouer encore d'années, tu vois, ça reste à définir. Après, du coup, ce passage à Fenerbahçe, t'es parti à Rzeszów, du coup, en Pologne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui avait changé par rapport à ton passage à YHMB, qui n'était pas si éloigné que ça, finalement? Tu veux dire de la Pologne, la différence Ouais, la Pologne, c'est le championnat, Ouais. ou le niveau de jeu, ou... Non, non, le niveau, je dirais le même, parce que nous à l'époque, donc à SCMB, on gagne la finale contre Zaxa, l'équipe de Benjamin Tonucci, et eux gagnent la Ligue des Champions un mois après contre Contre Trento. Trento, exactement. Et donc c'est vraiment pour dire que le championnat polonais était sur un très 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 haut niveau. Et j'ai retrouvé ce même niveau après à Rzeszów, à jouer avec. J'étais donc avec DJ DeFalco, euh, Steph Vous voyez, ouais. Boyer, on était ensemble ici, et d'autres grands joueurs, Kochanowski, Clemens Seboul, Fabien Drizga, tu vois, Zatorski, enfin j'ai tous les noms comme ça que je peux te citer, c'est des mecs qui ont roulé leur boss, comme tu dis, qui ont fait carrière, qui ont un palmarès. Immense et ça crée ça crée on avait un niveau d'entraînement exceptionnel tu vois parce que le deuxième pointu il pourrait jouer n'importe où il est trop fort et, ouais c'est vrai c'est ça c'est ce que j'aimais en Pologne ce que j'avais pu en Turquie je suis venu chercher ça et en fait si tu regardes ces choix là ils ont été importants parce que l'année à Rzeszów c'est la deuxième saison à distance qu'on a fait avec Oui, Laura ouais. on s'est un peu plus vu parce que le Covid a un peu Avant de repartir en Italie. avant de repartir en Italie ensemble. Et en fait, ces choix-là, ils ont été, euh, ils ont été aussi dictés par le calendrier international et par les Jeux Olympiques. Parce que l'année avant les Jeux de Tokyo, la saison avant les Jeux de Tokyo, je jouais en Pologne. Et je sentais que j'avais besoin de ce niveau-là, de ce niveau d'exigence-là, et aussi du sacrifice de me dire, je suis prêt à vivre loin de m'adultiner, je suis prêt à pu être à Istanbul ou pu être à Milan, tu vois, alors que c'est des villes que j'adore particulièrement, pour jouer dans ce petit patelin et préparer les Jeux Olympiques, tu vois. C'est vraiment... le choix est arrivé avec une longue vue comme ça, là, sur un petit trou, un petit tunnel, et au fond, tu vois un petit bout de Tokyo, et tu dis, tout ce que je vais faire là cette saison, il faut que ça résonne, il faut que ça fasse écho pour arriver vers Tokyo qui est en bout de mire. Et le choix de Resovia, c'était la même chose. Les Jeux de Paris juste après, aller de nouveau jouer avec les meilleurs, avec ceux que je recroiserai aux Jeux de Paris. Et alors que Tokyo et Paris, pour la qualification, j'étais pas sûr d'y aller. Tu vois, je faisais partie de la liste des mecs qui pouvaient y prétendre, mais Peut-être plus quand même, plus sûr pour Paris, non? ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais ah ouais, quand même, tu vois, il y avait Timothée Carl qui arrivait derrière, Ouais, ouais, bien sûr. qui était très fort, tu vois. En plus, un profil un peu plus attaquant qui pouvait largement séduire, tu vois, avec nos profils un peu plus classiques de réception en français, réception d'attaquant français, un peu plus défensif, tu vois. Et comment, du coup, toi, t'as vécu... parce que c'est vrai que là, on a parlé... Tu vois, ça fait déjà 1 heure, hein. Ah ouais, Donc ça faut qu'on passe très coupe? vite. Ah non, moi, je... On y Moi, va là. j'adore ça, tu vois. Je pense que c'est... J'adore ce format parce que t'as vraiment l'impression de discuter avec un pote Ouais. et tu... J'oublie le micro des fois. Hein. Ah ouais, mais carrément. Et toi, t'avais pas vécu l'échec, entre guillemets, des Jeux Olympiques à Rio en 2016, Mhm. mais qui avait laissé des traces aux gars. Ils avaient vraiment une mentalité qui était différente
par rapport au JO de Tokyo, les gens voulaient beaucoup plus rester ensemble. Euh, Toi, du coup, tu as joint ce groupe-là à Tokyo. Enfin, tu étais déjà dans l'équipe de France avant, je veux dire, mais tu as fait tes premiers Jeux Olympiques à Ouais, Tokyo. ouais. Est-ce que tu as senti que l'équipe était rodée, était préparée pour les Jeux euh, même si en phase de poule c'était très compliqué, Tokyo, et vous sortez de, enfin, c'était quasiment un miracle quoi de Ouais. sortir des poules. Mais est-ce que tu as senti que l'équipe était plus rodée, que l'équipe était vraiment sur des rails? Dans la petite parenthèse, voilà la poule qu'on avait quand même, hein. Sacrée poule. Parce que Sacrée poule. on a Russie-Argentine, Russie-Argentine-Brésil, Ouais, USA ouais. et Tunisie derrière. D'ailleurs, Tunisie qui nous a fait beaucoup de bien justement sur ce passage pour passer en quart. Mais il faut rappeler que le dernier carré, c'est les 4 équipes qui sont passées de notre poule. Tu vois. C'est vrai que pour ceux qui ont suivi que les Jeux de Paris, la formule a changé. Avant, il y avait que 2 poules, Ouais, et maintenant, il y avait 3 poules de ouais, 4. exactement, exactement. Et donc les 4 équipes de notre poule sont sorties en quart et sont qualifiées. Donc, ouais. Mais pour revenir à ta question, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait, pour gagner les jeux, il fallait y être allé une première fois et il fallait se vautrer, tu vois. Comprendre que c'est une compétition à part entière parce que tu vois ça nulle part ailleurs. Il y a d'excitation de partout. En fait, t'as un petit poisson là, plein d'hameçons. Que des hameçons comme Que des ça, pièges. avec des petits burgers, des petits kebabs là, petits tacos 3 viandes ici. Tu te dis, mais lequel je vais. Mais en fait, non, il faut les laisser ces trucs là. Il faut te concentrer, tu traces ton chemin et tu restes avec ton petit banc de poissons là. Et vraiment, tu fais un petit truc ensemble. Parce qu'il y a trop de sports à aller voir. Et encore à Tokyo, c'était pas le cas, mais j'imagine à Rio, tu vois. En plus, c'est Rio quoi. Ouais, ouais. L'ambiance Brésil. Voilà, tu vois, c'est un peu. Parce que là, il y avait le Covid, c'était un peu différent, Ouais, je ouais, pense. voilà, Tokyo, c'est un peu différent. Mais quand même, il y avait beaucoup trop de tentations. Et les mecs qui ont participé à Rio ont pu faire part de leur expérience et ont éduqué tous ceux qui n'y avaient pas participé et se sont rappelés eux-mêmes que c'était un peu la condition sine qua non si on voulait espérer faire un truc, tu vois. Et à l'époque, bah, un peu participer au jeu, c'était bien, tu vois. On ne Ouais, ouais. dit pas on va au jeu de Tokyo, on va les gagner, et attention les gars, on arrive, hein. C'était pas du tout ça. Ouais, bien sûr. C'est pas Mais du tout même ça. sur le plan international, les autres Ouais, équipes étaient en mode, ouais, les Français, ils réceptionnent bien, voilà, exactement. ils jouent un peu en 3-3 l'été. Ouais, exactement. Et ils nous l'ont rappelé au premier match contre les States. On n'a pas joué le même sport. C'est vrai que là, je pense que la clim devait être folle. Après 3-0 Ouais, comme ça, ouais, ouais, sec. ouais. Ouais, mais tu vois, et tout ça, ça a dû rappeler, ça a dû résonner différemment pour ceux qui avaient participé à Tokyo. À Et Rio. à Rio, pardon, exactement. Et à Tokyo, les souvenirs de l'échec 4 ans avant, 5 ans avant, plus la première douche froide contre les États-Unis et ensuite un match galère contre l'Argentine, bah, tu vois, c'était vraiment tout s'est passé pour nous mettre dos au mur et Mais même, tu vois, pour passer, vous deviez gagner 2-7 contre le Brésil et vous perdez 3-2, quoi. ouais, C'était assez dingue. on perdait même 2-1 et on se fait martyriser dans le troisième set et il y a Laurent Tilly qui fait quelques changements pour essayer de faire souffler les mecs parce qu'on allait perdre ce troisième set et genre Erwin, Jean, Totti, les mecs soufflaient, tu vois. On va jouer avec. C'est là que j'ai joué, c'est là que j'ai pu jouer contre le Brésil ce set-là et ensuite on a remis toute l'équipe et on a gagné ce quatrième set qui était synonyme de qualification. J'en parlais avec Eric Shoji, du coup, dans le podcast que j'ai fait. Et est-ce que tu sais pourquoi, tu vois, comme tu disais, t'étais un peu un banc de poissons avec plein d'hameçons autour, mais à la fin, les Jeux Olympiques, ça reste un tournoi de volley, tu vois. Est-ce que tu sais pourquoi c'est si différent, alors qu'en fait, mine de rien, c'est c'est pas la même chose. Mais au final, sur le terrain, ça reste des matchs contre d'autres sélections nationales, comme vous jouez en VNL, comme vous jouez en championnat du monde. Qu'est-ce qui change vraiment? Bah, comme chez nous, peut-être que pour ceux qui suivent pas vraiment le volley, les JO c'est vraiment la compétition quoi. C'est bien plus que les championnats du monde. Euh,
c'est la compétition tant attendue où les joueurs font des choix de carrière en fonction des jeux, mais il y a vraiment un truc systémique, tu vois, où par exemple, ouais, c'est pas important, mais les grands joueurs vont se permettre d'aller jouer dans des clubs peut-être un peu plus plus tranquilles après les jeux, alors que les saisons avant les jeux, tu vois, là on va aller jouer pour gagner, pour arriver en pleine bourre. Sharp, quoi. Ouais, exactement, on va se préparer, tu vois. Et, et puis l'enjeu est différent, et surtout, c'est un format de compétition, on est mêlé à beaucoup trop de personnes autour de nous, et dont la plupart, c'est des joueurs, enfin, c'est des athlètes qu'on reconnaît, tu vois. Et on dit, tu te balades, tu vois Nadal, tu sais, ouais, fais gars, ouais, stylé, tu vois, tu kiffes un peu. Et tu vois Djokovic, tu vois, enfin, je sais pas, Phelps à Rio, je sais même pas s'il est encore, ou tu vois vraiment des athlètes que tu vois à la télé. Et il y a ce truc-là où il y a trop de tentations, il y a cette excitation aussi de croiser des gens, de cette vie de village, tu vois, c'est vraiment une ville. Ouais, une espèce ouais, de ghetto d'athlètes, mais bon, ghetto, c'est pas le bon terme, mais enfermé. Et moi, en fait, je sais même pas ce que c'est, la tentation des jeux, parce que je m'en suis privé. Et à Tokyo, un peu forcé, mais à Paris, parce que c'était une évidence, on voulait pas. J'ai pas vu un seul sport. Des, des jeux, et même à la télé, tu vois, je suivais pas plus que ça. C'était pas vraiment concentré sur le truc. Récup sur ce qu'on pouvait, rester avec le groupe, essayer de tenir l'équipe soudée le plus possible parce que en fait il y a trop moyen de t'éparpiller et c'est pour ça que ça rend les jeux une compétition complètement différente. Je sais pas ce qu'en a dit Eric, mais je suis curieux. Je sais plus. Mais tu pourras regarder le podcast. La vision de la France a beaucoup changé. Enfin, la vision de la France. La vision de l'équipe de France, de la part des observateurs, des autres équipes, a beaucoup changé, je pense, après les Jeux. Euh, et à Paris, vous étiez peut-être même trop attendu, tu vois. Hmm. Je sais que, enfin, les gens qui parlent un peu, les médias, etc., ils vous annonçaient pas non plus comme favoris, mais les gens étaient en mode putain, ils doivent défendre leur titre, c'est à la maison, etc., machin. C'était plus comme avant les Jeux de Tokyo. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose On est... dont vous avez souffert? C'est fort souffert, mais. Je pense que ouais, c'est deux statuts complètement différents entre Tokyo et, et Paris. Pourtant, Tokyo, l'équipe de France avait déjà gagné ses premiers titres, les championnats d'Europe en 2015-2019, Les VNL, etc. VNL, Ouais, ouais. etc., répétition ou des classements importants. Et je pense ce qui nous a vraiment peut-être fait du bien, c'est l'été catastrophique de 2023, qui est un peu la douche froide. Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, ouais. VNL aussi, où vous aviez galéré à Ouais, on a, qualifier, on je a tout crois. galéré. On Ouais. a tout galéré. Non, mais c'était vraiment un été très compliqué. J'ai très peu de souvenirs de cet été. Je sais juste qu'on avait fait beaucoup de réunions à l'époque parce qu'il fallait en parler, tu vois. Il y avait un truc qui allait pas. On était à un an des championnats, des Jeux Olympiques à Paris, tu vois, le truc. On est qualifié. On n'a pas le stress des autres équipes à être sharp sur le moment et de se dire là, il faut se qualifier, il faut qu'on joue la VNL à fond, etc. Euh, et donc ça, peut-être nous a desservi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un an des Jeux, on était loin, mais très loin des autres, quoi. On ne jouait pas du tout le même volet. Et ça nous a un peu ouais, mis un coup de pied au cul où on est arrivé en 2024, on est arrivé avec un autre état d'esprit, tu vois. Et ouais, on était qualifiés, on n'avait pas les mêmes qualifiés d'office parce qu'on avait les jeux À à la la maison, ouais. maison, mais on a quand même gagné la VNL, on a gagné la VNL en 2024, juste avant les Jeux, et ça a été le truc où ensuite on gagne la VNL comme préparation, et on a cette préparation déterre avant les Jeux de Paris parce qu'on était, tu sais, parce qu'on avait un peu les boules on se dit les gars, ce qui s'est passé l'année dernière, il faut s'en rappeler quand même, il faut que ça nous serve de leçon. Je sais que dans l'équipe, il y en a qui y croyaient pas du tout. Hmm. Et toi, comment t'étais personnellement? Euh, Bah, je pense que bah, je trouvais les autres équipes très très fortes, surtout
Ouais, Pologne-Italie il me faisait vraiment peur. Les deux que vous avez joué sur le tableau Ouais. final, du coup. Ouais, il me faisait vraiment peur. Je dirais qu'il y a un peu comme à Tokyo, ce qu'on avait vu, on a aussi ce collectif qui est capable de se transcender sur ce genre de compétition. Et quand elle le décide, ou même quand elle est dos au mur, et ce qui a été un peu le cas, pareil, en quart de finale, tu vois, il y a un truc pas vraiment semblable à ce qu'on a vécu à Tokyo, parce que Tokyo, c'était des journées où on était en panique, à se dire, les gars, se ranger les ongles, en train de faire tous les classements possibles en fonction des résultats à droite, à gauche, puis il y avait un résultat qui tombait, qui était favorable pour nous, on était stressés, mais un peu excités, les gars, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On arrive au match d'après, on se fait éclater, les gars, on est mort, on est mort, on est mort. Mais là, c'était très long, tu vois, alors que... Et ça a tiré le meilleur de nous. Et 3 ans après, à Paris, il fallait surmonter le 2-0 contre l'Allemagne, tu vois. Et puis même la qualif, hein, on perd contre la Slovénie, qui au final, tu vois, qui est un truc qui nous fait jouer l'Allemagne dernière. 3-2. Ouais, 3-2, exactement. Et puis le classement, ça nous permet de jouer l'Allemagne, qui est peut-être le bon tirage. Mais est-ce que c'est bien pour nous d'avoir le bon tirage de quart de finale Pas dans parce les que deux premiers sets. Ouais, pas dans les premiers sets, c'est sûr, quoi. Et on était pas loin de sortir comme les bouffons, quoi. Comme des bouffons, les champions olympiques qui sortent chez eux contre l'Allemagne, qui était la grosse surprise avec le 4e retour de Grozer, tu vois, qui est un grand nom, un excellent joueur, mais il avait 41 ans, tu vois, 42 ans, et ça veut rien dire. Mais les gars, laissez-nous un peu de notre truc chez nous, s'il vous plaît. Ouais. Genre, on est là, on vous donne un bout de médaille, si vous voulez, mais s'il vous plaît, pas maintenant, quoi. Allez pas en quart ici, on sort avec rien. Et, et puis voilà, il y a ce changement dans le match qui est un peu, au final, dans une temporalité différente de Tokyo, mais un peu le même schéma, tu vois. On est dos au mur et le truc... et après ces 2 sets contre l'Allemagne, on perd plus un set et on n'est pas proche de perdre un set, ni contre l'Italie, ni contre la Pologne. Est-ce que tu penses que le match contre l'Italie et contre la Pologne, enfin les deux du coup, c'est le meilleur volley que vous ayez joué sur les dernières années? C'est une bonne question. Faudrait que je revoie les matchs. J'ai l'impression qu'on a joué des équipes un peu étouffées. Je pense que l'Italie avait chaud de se qualifier aussi après Ouais, le exactement. déboire, enfin les déboires contre le Japon là. Ouais. Où ils ont 3 balles de match contre eux. Ouais. À 2-0, ouais. Et honnêtement, je reviens sur l'Italie. La Pologne me faisait peur. J'avais vraiment peur que l'Italie, après cette qualification à l'arrache complet, qu'elle puisse arriver et en fait renverser complètement tu vois, le truc qui fonctionnait pas trop depuis le début. Enfin, ils sont arrivés en demi-finale, tu vois. Mais qui là, ils allaient devenir injouables. J'avais peur de ça. Parce qu'en fait, c'est un truc qui un peu nous arrivait à nous. Ouais, bien Tu vois, sûr. tu vois. On perd de 0, on arrive, on perd plus un set. Et j'avais peur qu'il y ait ce schéma qui se reproduise chez eux. Et j'ai trouvé les équipes un peu étouffées. Effectivement, l'Italie n'a pas surjoué derrière, un peu du pareil eux-mêmes, mais j'ai vraiment la sensation qu'on était 13 000 sur le terrain avec le public contre 6, tu vois. Il y avait un truc, ça a tout fonctionné, tout le monde était trop fort. Chez nous, tu vois, il y avait une tranquillité. Ouais, je trouvais ça exceptionnel. Et jouer à la maison, quoi. Tu as 1h20 déjà. Et en fait, c'est très frustrant parce que on pourrait parler des heures, je pense, Ouais. et je suis obligé Ouais. de sélectionner des passages. Rien qu'en parlant de l'équipe nationale, j'ai pas parlé de toutes les VNL, de tous les titres, etc. Ouais. Mais un titre qui était... Enfin, en tout cas une compétition qui était attendue, et je suis obligé d'en parler, c'est les championnats du monde aux Philippines. Comment toi, personnellement, tu l'as vécu? Parce que il y avait beaucoup de choses autour de cette compétition, il y avait beaucoup d'attentes. C'est historiquement le trophée que tous les gars n'ont jamais gagné, où il y avait une médaille à l'époque d'Hubert Hainaut, etc. Mais c'était en 2002. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour de cette compète-là. Comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? C'est que, c'est, à mon avis, sortir de l'équipe de France après ou faire une pause, hein, peu importe, mais après les Jeux de Paris, c'était un peu la facilité quand même. C'est-à-dire là, on a fait double champion olympique. On fera pas, on fera pas 3 fois champion olympique, tu vois. En plus, je commence à provoquer le truc, un petit karma. Ou pourquoi pas? Ou pourquoi pas, mais on fera pas. Et
Bah, il y avait un peu... Pour moi, personnellement, j'aime trop ce groupe. Trop, trop, trop. C'était, voilà, moi, j'ai jamais gagné le championnat d'Europe, parce que je suis arrivé après. C'est la seule compète qui manque à des mecs comme Erwin, Genia, Totti, tu vois, qui sont un peu les piliers de l'équipe de France, et j'ai trop de respect pour eux, je leur dois énormément parce qu'ils m'ont porté aussi là où je suis maintenant, et on s'est autoporté, tu vois, mais je leur dois beaucoup. Et il y avait, tu vois, Totti, je pense qu'on savait déjà plus ou moins si c'était peut-être le dernier été, et donc probablement, en tout cas, ce qui était sûr, c'était la dernière opportunité pour les championnats du monde et essayer de les gagner, tu vois. Ou en tout cas faire une médaille. Et il y avait un peu ce truc où je les faisais pour moi, forcément, parce que j'ai une compétiteur, j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire partie de l'équipe de France, j'ai envie d'être chaud avec cette équipe, mais aussi pour les autres, me dire là, tu vois, on peut pas quitter on peut pas quitter le bateau maintenant, quoi. C'est, Paris, c'est incroyable, on a fait un truc de fou, on a vécu un moment exceptionnel qui sera gravé dans nos têtes jusqu'à la fin, mais là, l'été prochain, il y a un truc vraiment sympa, tu vois. Je montrerai le micro-ondes. La tasse de thé pas lavée. Ouais, exactement. Et ben là, la tasse de thé, il y a les championnats du monde aux Philippines. C'est quand même sympa de jouer aux Philippines, dans le sens où il y a un engouement autour du volley qui est aussi beau à voir, beau à vivre. Et puis, il y a cette opportunité de gagner ce truc-là. Donc, il y avait un truc pour moi, et forcément, et aussi pour l'équipe, et une espèce de... Ouais, d'être redevable aussi pour un groupe qui m'a porté si haut. Et ça a été une vraie douche froide, tu l'as vraiment senti comme ça? Ah ouais, ouais. Ouais, Bah, c'est si dur parce qu'en fait, la formule est difficile, tu vois. La formule, elle est horrible. Après, la formule, elle est difficile quand tu perds, tu vois. Ouais, non, ouais, exactement. Mais Parce que la exactement. formule Mais était la même au jeu, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Mais le format, là, tu vois, genre la Finlande, ça joue bien. Nous, Argentine, mais c'est pareil dans d'autres groupes. Mais tu vois, tu perds un match, en fait, c'est ça. Tu peux pas te rattraper. Bah ouais, le niveau est élevé, en fait. Là, on s'est rendu compte. La douche froide, en fait, c'est de se rendre compte que la Finlande, ça joue. Que la Finlande, ils nous ont posé des gros problèmes, qu'on qu'on n'était pas assez rodés. Et pourtant, je dois dire enfin, j'ai vraiment la sensation qu'on était prêts, tu vois. On était prêts avant les championnats du monde. On avait la dalle, on avait envie, vraiment, mais tous hyper envie, on était concentrés. Et il y a peut-être deux, trois pépins physiques qui arrivent, tu vois, peut-être aussi une malchance, tu vois, mais ouais, cette déception-là de perdre contre la Finlande, vraiment de se faire surprendre, en fait. Alors qu'on est une équipe, on n'est pas une équipe de jeunes, De genoux, de petits genoux, exactement. de jeunes pousses. On sait comment ça se passe, parce qu'on peut-être qu'on a été, nous aussi, enfin, l'équipe de France a été un peu cette équipe-là. À l'époque, on était en Golden League, aller gagner la VN, la World League à l'époque, tu vois, on sait ça, mais en fait, le niveau international est en train de s'homogénéiser, et n'importe quelle équipe qui participe au championnat du monde devient une équipe dangereuse, tu vois. Et encore plus quand tu quittes le groupe. Donc ouais, douche froide, et après, le match contre l'Argentine, en plus, le scénario est horrible. Ouais, ouais. Je crois que je rentre à 2-0 ou fin du deuxième. Et tu vois, on y croit, quoi, parce qu'on revient à 2-2, et puis le tie-break, ah ouais, ouais, moi Et en fait, moi, tu vois, c'est drôle parce que tu parlais de douche froide. Moi, j'ai une crise de larmes sous la douche. Et en fait, et le pire, c'est que la même chose m'était arrivée, la même crise de larmes sous la douche, après les championnats du monde en Slovénie. Contre l'Italie? 2021, 2022, je crois. 2022, ouais. Ouais. Tu vois, pareil. Parce que là, l'été d'avant, on était champion olympique. J'ai plus le timing exact, mais c'est ça. On était en pleine bourre. Et il y a un peu cette même désillusion ou d'un groupe qui, pour moi, qui mérite tellement mieux. Et en fait, on est un peu aussi les ennemis de nous-mêmes, nos propres ennemis, pardon, parce qu'on arrive des fois à oublier ce qu'on est, tu vois. On est aussi une équipe surprenante d'un mauvais sens du terme. On arrive ouais, à faire des contre-perfs comme ça. On l'a fait en 2023, après, on l'a refait en 2025. Est-ce qu'il y a... Alors, ça peut être tout.
parce que évidemment j'ai fait l'impasse sur plein de trucs et au final j'ai pas tant lu ce que j'avais écrit parce que j'aime bien me laisser porter un peu des fois par la discussion. Est-ce que toi il y a un sujet que tu voudrais évoquer en particulier, que ce soit sur ta carrière, sur le volley en général, même en dehors, tu vois? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui vient là, c'est. J'ai rencontré, en fait, grâce au volley, j'ai rencontré des gens exceptionnels, d'horizons complètement différents. Et je pense que je dois remercier le volley aussi pour ça, de m'avoir fait voyager, de m'avoir fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés de ma vie, mais évidemment, tu vois, mais par ce biais-là. Et comme quoi, une maigre ligne euh, qui permet la connexion entre deux personnes, elle peut aussi euh, donner de grandes relations derrière. Et, et que ce soit. Et c'est pareil pour Laura, où j'ai des amis pour la vie un peu aux quatre coins du monde. Et voilà, je remercie le volet pour ça. Et je pense que ça m'a donné une ouverture d'esprit aussi sur tout. Et j'en suis très fier. Toi qui a tourné un peu sur le circuit maintenant, comment tu vois un peu l'évolution du sport? T'as l'impression que c'est plus vite, plus fort tout le temps? Ou pas trop et que ça a tendance à se stabiliser un peu? Ouais, plus vite, plus fort, ouais, je pense, hein. J'ai l'impression que c'est dans tous les sports comme ça, Un où peu. ouais, il y a tout où avec l'évolution des techniques, médecine aussi, où on arrive à mieux prévoir les bobos, mieux soigner, etc. Mais ouais, pour le volley, je trouve que le volley grandit bien. Je me demande si c'est toujours Enfin, je me pose la question, hein, j'ai pas la réponse. Si c'est toujours un sport sympa à regarder, parce que il y a quand même ce. En plus, on avait le sujet, on en parlait hier avec les fautes de service Ouais, ouais. au championnat du monde. Et comme il y a en fait une prise de risque qui continue de grandir, j'ai l'impression année après année, parce que les services, c'est vraiment la première arme, mais c'est vraiment la première arme, c'est plus un engagement. Euh, Est-ce que c'est toujours un sport sympa à regarder, surtout dans le volet masculin, je crois, qui est hyper physique, où ça prend des risques à l'attaque, c'est souvent dans la rupture quand même. T'as de moins en moins de rallye aussi. Voilà, exactement, pour ces raisons-là. Et en tout cas, moi, je sais que je préfère des fois regarder un- peut-être un niveau. Enfin, je sais pas. Un bon match de volley féminin. Un bon match de volley féminin, mais aussi même un niveau inférieur Ah, ok. du volley masculin plutôt que. Parce qu'à très haut niveau, c'est pas le cas, je pense, parce que je regardais la Coupe d'Italie euh, la semaine dernière, et c'était vraiment du beau volley. Mais je me posais la question, en fait, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une règle que tu changerais? J'ai posé la question à Totti, j'ai posé la question à Eric Shoji aussi. Et Eric m'a dit par exemple quelque chose qu'il aimerait ne plus pouvoir réceptionner à 10 doigts. Ah ouais. Pour du coup faire un retour des services flottants et réduire le nombre de fautes. Mais il est malin, mon Rico, c'est parce que comme ça, il se crée un marché, tu vois. Ah ouais, la dernière fois qu'il a fait une passe, c'était En 95. 2015, il était encore au collège, je crois. Ah ouais, il est malin, il est malin. Et moi, ça m'arrangerait aussi, hein. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec cette règle-là. Parce que c'est vrai que ça devient du volet un peu. Tu sais, en plus, le premier contact, souvent, on autorise des trucs un peu dégueux. Ouais. Ça Et. accélère beaucoup le jeu en plus, le fait de la prendre plus haute. Ouais, ouais, exactement. Et ça permet à des joueurs hyper physiques qui ont peut-être pas forcément des aptitudes en réception, en tout cas avec manchette, une manchette en français. Ouais. Euh, Trop relou, ça vient. Ça vient en anglais, c'est trop relou. Non, mais la dernière fois que je dis manchette, c'est il y a très longtemps. Et, donc de pouvoir couper la balle et de faire un truc un peu dégueu comme ça, envoyer la balle sur le passeur et ensuite aller tout casser à l'attaque. Et donc, dans le sens de ce que je te disais, avant d'avoir un sport peut-être un peu plus sympa à regarder, est-ce qu'il ne faudrait pas handicaper ces joueurs-là hyper offensifs, ou en tout cas, ils seraient très peu à être hyper offensifs et aussi bons en récep, en manchette. Et après, non, une règle a changé, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ok, ok. J'ai plein de petites questions comme ça pour Vas-y, terminer, vas-y, tu allez, vois, let's go. hyper rapide en oui-non un peu. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a un joueur avec qui t'aimerais passer plus de temps en club? Avec qui t'as déjà joué, avec qui t'as jamais joué aussi, mais un joueur avec qui t'aimerais jouer En club, en club. Antoine Brizard. J'en étais sûr. Allez, je peux changer si tu veux, parce que c'était un peu la réponse attendue.
Euh, Erwin, je pense. Erwin, j'ai jamais joué avec lui en club. J'ai jamais joué contre Erwin en club. Le joueur le plus fort avec qui t'es joué? En club ou en sélection? Ouais, Erwin. Erwin? Ouais. De loin? Bah ouais. Bah, je sais pas, ouais. Je sais pas, bah, je le kiffe beaucoup trop, hein. Objectif Je en suis pas français? objectif, mais ouais, non, non, je suis pas objectif, mais je suis pas. Mais c'est quand, ouais, c'est qu'il a mon poste, tu vois, genre, ouais, je l'admire vraiment, il est trop fort. Et... Le joueur le plus fort contre qui t'es joué? Bon, Léon, quand même, on va pas rigoler, hein. Léon? Ouais. Le mec qui te cause le plus de soucis en récep? Trevor. Kevin Tilly aussi, je le mets dedans. Attends, je mets tous les réceptionneurs de l'équipe de France. Vas-y, vas-y. Je vais les saucer. Avec Genia et Benzouz. Les libéraux. Ah non, je voulais dire le mec qui te... Tu sais, quand toi t'es en réception, tu vois. Ah, quand moi je suis en Ouais. réception, pardon, je pensais en réception. Genre le serveur qui te fait le plus chier, quoi. Bah, je vais redire son nom, hein, Léon, parce qu'en plus on a joué la finale de Coupe de Pologne contre eux il y a quelques semaines. Lublin, Ouais, c'était pas gaulerie. Le mec qui te, du coup, te met le plus en difficulté quand t'es à l'attaque. Le mec qui... Vraiment chiant au bloc. Anton Brizard. Quand il plonge sur... Tu sais sur pas ce la qu'il diag. fait, tu sais pas ce qu'il fait. Et puis en plus, c'est la culture 3-3 où il lit trop bien, tu vois. J'ai l'impression qu'il sait mieux que moi ce que je veux faire, tu vois. Et en fait, des fois, il faut que je loupe un peu mon coup pour que ça passe. Non, mais c'est il est hyper joueur, il voit bien et il a une super technique. Est-ce qu'il y a des choix de carrière que tu regrettes? Sans forcément dire lesquels, mais... Non, parce que ça impliquerait que peut-être je serais pas ici à parler avec toi. C'est vrai. Et je serais peut-être pas avec toutes ces médailles, donc je suis content. Est-ce qu'il y a un joueur, sans dire lequel, avec qui t'as détesté jouer? Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur avec qui t'as adoré jouer? Qui sont pas ceux que j'ai cités plus tôt? Ouais. Je pense que lui, tu peux le dire, c'est plus... Euh, pour le Saïd Marouf? Marouf, ouais. Ok. C'est à Fener, c'était... et pourtant, il a plein de défauts, mais non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était... on était souvent ensemble, et ouais, vraiment ouais. Et le joueur, quoi, enfin, il faisait des trucs de fou, surtout. Et qu'est-ce que tu dirais au toi très jeune, genre 17, 18 ans? Ouais, tu me lances sur mon... Ah là, c'est de l'introspection de fou, là. Ah ouais, là, il me faut du temps. T'as pas un petit papier, là, que je griffonne un Tu truc? veux écrire un Non, peu? non, Tu veux le faire je suis triste. en chanson au pire, si tu Non, veux. je suis juste en train de gagner du temps. Ouais, j'ai bien joué. Je dirais, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, écoute-toi. J'ai une tendance à être un peu stressé, tu vois, un peu peut-être même paranoïaque envers mes propres sensations. Donc je dirais juste, écoute-toi, fais-toi confiance et quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. Et parce que sinon, faire les choses à moitié, c'est le meilleur moyen de mal les faire. Est-ce que, sans faire... sans que ça fasse gourou non plus, tu vois, c'est pas du tout le but de la question, mais est-ce que tu aurais un conseil de vie à donner aux gens qui auront écouté ce podcast? Ouais, je dirais il faut toujours poser des questions avant de se faire une idée, qu'il faut, sans faire gourou, hein, tu vois, qu'il faut toujours poser des questions, il faut pas avoir peur de demander de l'aide, il faut pas... et aller vers l'inconnu aussi. Il faut pas vivre dans des peurs ou des idées préconstruites qui sont probablement mal construites. Et, et c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnellement, dans la vie, dans le rapport aux autres. Et vraiment y avoir cette ouverture d'esprit d'aller vers les autres, mais les autres, ça peut être aussi l'inconnu, ça peut être quelque chose de... Pas forcément une personne, ou ça peut être un lieu, ça peut être aller découvrir, parce que je pense qu'il y a que comme ça qu'on a les vraies réponses et qu'on se fait une idée précise des choses. Est-ce que le volet à haut niveau, c'est plus dur physiquement ou mentalement? Quand je vais bien physiquement, je veux dire mentalement. Est-ce que tu penses que le sujet du bien-être mental est pas sous-évalué, mais sous-estimé? Sous-évalué, ouais. Ouais. Sous-estimé aussi. Tu penses que ça devrait être quelque chose de j'allais dire mandatory, putain, d'obligatoire? Trop T'es relou. chiant avec tes anglicismes. Je suis désolé. Obligatoire pour toutes les équipes. Ouais. 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 Parce que je sais que
Peut-être encore plus dans le volet masculin, les gens sont parfois ouais, j'ai rien à foutre du prépa Ouais. mental, tu vois. On en a tous besoin tôt ou tard, hein, mais même les plus grands champions, je pense. Et puis nous, enfin, avec le sport collectif qu'on fait, on a la chance de pouvoir se cacher derrière le groupe, tu vois. Alors que j'imagine un sport individuel, quand t'es tout seul, t'es tout seul, tu vois. Tu dois répondre qu'à toi-même, tu poses les questions qu'à toi-même, t'attends des réponses de toi, et si t'as personne autour de toi, ça devient très vite compliqué parce que tu rumines dans ta tête. Et nous, pourtant au CNVB, etc., on avait commencé à avoir des accompagnements de psychologues du sport, et ma mère est psychologue, donc Ok. c'est cette ouverture du truc. Donc il y a pour moi aucun problème, mais j'ai senti qu'il y avait ce truc qui grandissait autour de moi dans mes équipes. Beaucoup moins en club, surtout en équipe de France. Je pense qu'il y a cet accompagnement qui est pas important. Et ouais, je trouve que ça grandit bien. Je voulais te poser une question que j'ai oubliée. Du coup, je fais une question que j'étais sûr de vouloir te poser pour gagner du temps. Ouais. Même technique que toi tout à l'heure. Euh, Celle-là, je la pose à tout le monde, mais si tu devais faire, sans te poser de questions, sur le nombre d'étrangers sur le terrain et tout, ton équipe de rêve, Ouais. au prime des joueurs, Ouais. qui est-ce que tu mettrais? Le truc, c'est que je suis pas assez bon pour. Je regardais pas assez de volets à l'époque pour pouvoir parler des légendes, tu vois. Mais pour avoir une équipe équilibrée, je mets Erwin Prime. Je mets. J'hésite entre Kaziski et Léon quand même. Je pense que je mets Léon. Ouais, Léon. Léon Erwin. Là, j'ai ma petite doublette. Je mets Antoine. Antoine, il est trop fort, Antoine. Je l'aime trop. Je mets Antoine. Pointu. Je mets l'équipe de France en fait. Ouais. Parce que j'allais mettre Jean. Mais non, je mets Nimir. Parce que Nimir, il est très énervé. Et centraux, bah, je vais mettre Kochanowski. C'est mon propriétaire, Kochanowski. Je sais. Je vis dans sa maison, t'es au courant? Ouais, c'est Ouais. incroyable. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que je lui donne l'argent que j'ai son nom, hein. Pour faire baisser les loyers. Moins Euh, 10% sur la facture d'électricité. T'as vu, là, j'étais en train de gagner du temps sur mon deuxième central parce que je l'ai pas. Mais je mettrais Mouzerski quand même. Ok. Mouzerski central. Puis si j'ai un petit pet pointu, Nimir, tu vois, il a envie de repos, je mets Mouzerski en pointe. On est très bien. Les libéraux, j'ai mon Grébé, et mon Grébé, il va rester longtemps. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter ta carrière? Ouais. Ok. Tu veux expliquer pourquoi ou pas? Mais ouais, je vais essayer de le faire rapidement. Après, on n'est pas pressé, hein, c'est surtout pour toi. Non, Il est non, 22 t'inquiète, heures, moi je tu suis vois. pas pressé non plus. Ça, c'est drôle parce que, en fait, comme tu sais, au début, quand j'ai commencé professionnel à Tourcoing, j'étais j'étais aspirant. J'avais 2 ans aspirant. Après ma première saison, qui s'est très bien passée, j'ai re-signé 2 ans. Professionnel, donc là, c'était vraiment le passer le cap. Après ma première saison, une saison catastrophique. Il fallait que ça arrive, et heureusement, je pense que ça a été une saison qui m'a éduqué énormément. On finit dernier ou avant-dernier, et donc relégué en Pro B. Et je sentais, à ce moment-là, il y avait un truc vraiment qu'il fallait que je quitte aussi le nid, tu vois, de Tourcoing, d'être ma mère, d'être chez ma mère, d'être aussi dans le club où mon père a joué. Il fallait que je me détache de quelque chose, tu vois, que vraiment je coupe les liens. Mais j'avais 2 ans de contrat. Et ben en fait, j'ai un peu presque menacé le club en disant genre, moi je m'en vais, je vais pas rester ici parce que en fait, si vous me demandez de rester ici, je suis désolé, mais je sais comment ça va se passer. Je vais venir à l'entraînement pour m'entraîner, mais je vais préparer le reste de ma vie parce que moi j'arrête le volley en fait, si vous me demandez de rester. Et c'était très sincère, tu vois, c'était pas une menace. C'est parce que entre la première saison où tout était Bien. ouais, très bien, trop bien, tu vois. C'est parce que c'est pas une saison comme ça. Et je me rappelle de mon oncle qui m'avait dit à l'époque, mon oncle qui est donc le frère de mon père qui jouait aussi en professionnel, qui m'avait dit, tu verras Nino, les bonnes saisons dans ta carrière, au final, tu les compteras sur les doigts d'une main. Il en est pas très loin. Mais donc cette première-là, je me suis dit que ça allait être comme ça toute ma carrière. En fait, pas du tout. On est passé donc de la carrière de la saison de rêve à la saison catastrophique où on gagne pas un match. Moi, je suis là, j'ai 19 ans et je dois supporter l'équipe. Je suis pas là pour ça, tu vois. J'ai pas du tout
je sais pas, envie de ça non plus, parce que c'est trop à demander. Et donc j'ai menacé un peu le club en disant, je sais comment ça va se passer, j'arrêterai le volley. Et j'ai aussi, après les Jeux de Tokyo, je pensais arrêter l'équipe de France. Et là, c'était aussi pour me dire, le volley, je pense pas que je jouerai encore tant d'années, j'ai envie de faire plein d'autres choses dans ma vie, notamment la musique, etc. Mais en fait, plus je joue dans le volley, plus je dis, Dieu merci, j'ai pas fait ces choix-là, et plus j'ai envie de jouer encore longtemps parce que je suis fou de ce sport. Est-ce que tu penses que tu aurais regretté du coup? Ah, Elle est facile la question, mais... Terriblement, mais c'est drôle parce qu'en fait, je sais pas ce que j'aurais raté, et probablement que j'aurais aussi repris une saison après ou quelques mois en me disant quelle erreur, quoi. Est-ce que c'était un caprice? Est-ce que... Mais au final, je le sais honnêtement, pas du tout. C'était un besoin viscéral de quitter un truc, tu vois, comme si on m'avait un peu le cadeau empoisonné où j'étais dedans et il fallait vraiment que je me décroche du truc. Là. Je pouvais pas rester à Tourcoing, c'était hors de question. Et donc c'est là que je suis parti à Montpellier, une autre saison un peu cosy. Et c'est de l'italien là, c'est l'italianisme. Et après Menin, et là Menin ça a été... Donc au final, presque le retour au Bercail, parce que je vivais chez ma mère, Ouais. ce qui est drôle. Mais c'est final, c'est la frontière France-Belgique, ça m'a permis de césure entre ce que j'avais vécu à Tourcoing et pouvoir me relancer. C'était vraiment le nouveau tremplin dans ma carrière, après ces 3 années difficiles. Est-ce que tu as déjà eu une mésentente complète avec un coach? Non. Sur la façon dont tu dois jouer ou ce genre de truc? Non, j'ai eu beaucoup de coachs très nuls. Enfin, pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. Très très nuls. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de fraude? Ah ouais. De coachs frauduleux? Ah ouais. Parce que, honnêtement, les gens se rendent pas compte, mais moi, tu me donnes une équipe où t'as, je sais pas, tu mets Léon, Micheletto, Gianelli, Nimir, Genia et je sais pas Babar et Ouais. Vranovski par Ouais. exemple. J'ai beau ne pas savoir faire un entraînement, je pense qu'on finit pas dernier de la ligue, tu vois. Ouais, alors je dirais quand même avec des pincettes, tu vois. Il faut Non, mais bien sûr. entraîner, ça demande quand même Non, c'est un métier, on une est certaine d'accord. connaissance. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est facile de saboter un groupe. Je crois que c'est facile de créer des injustices dans un groupe et de perdre des joueurs. Mais c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. En fait, j'évalue les fraudes aux bons entraîneurs qui n'ont pas ce qu'ils méritent, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de mecs qui sont pas bons et qui sont dans les meilleurs clubs, alors qu'il y en a d'autres qui mériteraient... Mais c'est lié à quoi, tu penses? C'est lié à leur passé, parce que je sais que souvent les gens surfent sur ce qu'ils ont gagné à l'époque, Ouais. ou c'est plutôt du copinage? Probablement, non, mais il doit y avoir ça. C'est sûr que le nom de... je reste là. Le nom du joueur, parce que souvent il y a quand même cette facilité de la reconversion du joueur Ouais, bien sûr. qui devient un entraîneur, parce qu'au final il a commencé la carrière, il avait 16 ans, il a fait que ça dans sa vie, il a fini, il a les genoux comme ça, il peut plus jouer, bah, il s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire, je vais rester dans le même milieu, je vais entraîner. Et à mon avis le schéma c'est un peu trop répété, et ce qui fait qu'il n'y a pas des places pour tout le monde. Et il y a surtout beaucoup de joueurs qui ont espéré devenir coach et qui sont pas faits pour ça, tu vois. Parce que c'est une fibre quand même. Moi, j'imagine, moi, je serais pas un bon coach. J'allais te demander, est-ce que coach Louati c'est possible un jour? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas. Moi, je suis un petit rigolo. Moi, je ferais du foot, les gars. On fait du foot, non? On va faire un petit foot aujourd'hui. On va quand même pas. On va faire quoi? Des passes essuie, des trucs, des passes dans les cibles. Arrête ça. On va faire du foot aujourd'hui. Et il y a. 2 heures de jeu de la manchette. Ouais, exactement ça, c'est mon truc aussi. Mais un petit foot avant quand même. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui en fait, le statut, parce que ça a été un grand joueur, on imagine que ce sera un grand entraîneur et pas du tout. J'en ai encore 2 comme ça, parce Vas-y. qu'il faut que ça termine un jour. Quand j'ai demandé le starting six de Totti, j'ai dit en coach, je prendrais qui? Il a dit moi. Ouais. Est-ce que t'aimerais bien être coaché par Totti un jour, ou ce serait bizarre? S'il peut avoir passé les diplômes là dans moins de 5 ans, s'il me dit dans 6 ans je suis entraîneur, je joue 6 ans. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu serais prêt à l'attendre? Ah ouais, je l'attends. Il me prendra pas hein, parce que je serais tout cassé. Je le connais, il est fourbeau, Totti, tu me prendras pas. Hein. Non mais Totti, il a cette vision. Mais ça m'étonne même pas qu'il ait dit ça parce qu'il le sait, il a déjà ce truc-là, il est un peu coach de l'équipe de France. C'est un excellent capitaine.
il a la fibre du groupe, il a la fibre de ce qui est juste ou pas. Et puis surtout, c'est un mec qui mange du volley tout le temps, tu vois. Et il aime trop ça, il aime analyser. Il a ce regard analytique que moi, par exemple, j'ai pas du tout, tu vois. J'ai passé 3 jours chez lui, deux nuits, je crois. T'as regardé 50 matchs. J'ai regardé 50 matchs et j'ai trop kiffé, gros. Arrête ça, parce que t'as fait ça 3 jours. Lui fait ça 365 jours par an. 364 Noël, je pense qu'il le fait pas. Mais tu vois, Totti, il va regarder de la D2 roumaine, sans manquer de respect, hein, tu vois, mais juste parce que il est intéressé. Il aime ça, tu vois, il aime trop le volley. Et il est trop doué, tu vois, et même... quand il y a un peu ce changement qui a été fait où Antoine a commencé à jouer plus de matchs, bah aussi on avait Antoine qui jouait, mais on avait surtout Totti qui était derrière, qui regardait avec ses... l'impression qu'il a 6 yeux comme ça, qu'il analyse chaque joueur qui vient, il dit et au temps mort il va parler à Antoine, il lui glisse un petit truc et Antoine il fait ouais, merci gros, parce qu'il lui a donné une info de passeur à un passeur, pas n'importe quel passeur, un truc où moi j'aurais mis 6 ans à trouver, tu vois. Un truc que même pas, j'aurais jamais pensé dire ça. Et c'est bête, mais je pense que lui il a cette connexion pour n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est passeur qu'il pourrait juste coacher les passeurs. Il a vraiment ce rapport au volley qui est monstrueux, quoi. Antoine aussi le serait, à mon avis, hein. Antoine, on est quelques-uns, mais... ouais, Antoine il est dedans, hein, mais c'est pour dire que de l'équipe de France, à mon avis, c'est les deux là. Ouais. J'ai une question qui m'est venue, alors non pas parce que ça parle de Totti, mais parce que je lui ai posé la question et que je la trouve intéressante. Est-ce que tu trouves qu'il y a un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir ? Il a cité quelqu'un, lui ? Moi, je lui ai demandé spécifiquement sur l'équipe de France, Ok. mais je sais plus qui l'a répondu, honnêtement. Pour X ou Y raison, tu vois, blessure, choix de carrière ou ce genre de choses. Ouais, Johan Gourcuff. C'est tout le temps blessé. Là, j'avais peur que tu sais pas la ref. Ben Arfa. On parle de foot ou... Ouais, non, Gourcuff, c'était une bonne réponse. Mais justement, c'est en train de penser à un mec qui s'est beaucoup blessé. Ou les choix, non, je sais pas. Si, en plus, il y en a. Bah, j'ai souvent entendu Loïc Gélaire. Ok. Souvent entendu Loïc Gélaire, qui lui, vraiment pour des raisons de blessure, mais tous ceux qui l'ont côtoyé disaient que quand il était en train de grandir, comme jeune joueur français, en équipe de France, etc., il disait que c'était vraiment n'importe quoi. Écoute, Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être ? Johan Gourcuff. Non, je dirais merci à toi de donner de la visibilité au volley français, au volley international, de faire des choses qu'on ne voit pas tous les jours. C'était très bien, merci, franchement, j'ai adoré. Franchement, merci d'être venu jusqu'ici. Je trouve que c'est sympa quand même. C'est bien. Ouais. C'était très bien. Mais continue de faire ça, c'est important. J'espère que les gens ont aimé le format. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, j'avais complètement oublié le micro. Je voulais juste sortir des expressions du vieux français. Dernière question, et on terminera là-dessus, vraiment. Ouais. Une expression que tu voudrais démocratiser. Zipette. Zipette ? Ouais. On finira là-dessus. C'est pour Antoine, celle-là. Tu peux... quand tu le postes, tu peux taguer Antoine et tu fais un petit truc qui fait arriver directement sur quand je dis zipette. On peut faire ça. Il a une allergie à ce que je dis zipette. Et donc, quand tu vois Antoine, tu dis zipette et il pense à moi et ça me rend heureux. Et bien, on finit là-dessus. Merci beaucoup, Yacine. Merci à toi, Jérôme.